Allez, on reprend pour la dernière session qui va concerner, on va dire, un peu les aspects réglementaires. Donc on va commencer tout d'abord par un topo par Anne Lafemme, que j'ai le grand plaisir d'accueillir. Alors un petit peu de silence parce qu'elle a un peu la voix cassée. Qui va nous parler d'abord d'un topo donc, sur ces aspects réglementaires. On a vu un petit peu, on en a parlé, autorisation, consultation, etc. Et ensuite, on fera, vous voyez, il y a déjà tous les experts qui sont installés dans ces fauteuils assez confortables pour faire cette table ronde sur les RPP, organisation en anesthésie pédiatrique, avec un échange avec toute la salle. C'est vraiment une opportunité pour échanger, pour avoir l'avis de ceux qui ont mis en place ces RPP, pour avoir vos réflexions, vos retours sur ces RPP. On verra, on va peut-être commencer au début par un petit questionnaire. Donc on va d'abord commencer par Anne qui va nous faire son topo et ensuite on enchaînera sur cette table ronde. Merci Mathilde. Alors je suis effectivement désolée, je n'ai pas beaucoup de voix. Mon ORL m'a dit que le seul traitement était le repos vocal. C'est extrêmement difficile pour moi, donc pour l'instant ça va être, voilà, je vais essayer d'aller jusqu'au bout du topo. Donc en fait on m'a demandé alors un topo sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et depuis assez longtemps, sur les obligations réglementaires et sur tout ce qui concerne en fait l'autorisation d'opérer, l'information, la transfusion. Pas oublier qu'on s'occupe d'enfants et que donc à partir du moment où on s'occupe d'enfants, on va être confronté à ces problèmes de légaux finalement, de décision et voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai un peu de chance parce que finalement, vous allez voir la biblio, moi c'est surtout le journal officiel, le code de la santé publique, parce que finalement, on va parler de choses qui sont en réalité extrêmement légiférées de façon très, très stricte. Je n'ai bien sûr aucun conflit d'intérêt. Donc quand on parle d'enfant, et donc il faut savoir qu'en France, eh bien c'est extrêmement simple. L'enfant est majeur à partir de 18 ans. Donc c'est la loi du 5 juillet 1974. Vous voyez que c'est pas si vieux que ça. La majorité était auparavant à 21 ans. Donc il n'a point encore l'âge de 18 ans accompli. Avant cette date, l'enfant ne peut en réalité prendre aucune décision majeure le concernant. C'est la loi. Il y a quelques exceptions, elles sont rares et donc il ne faut pas penser que vous allez forcément en rencontrer. Il y a une exception très particulière, c'est la mère célibataire qui est mineure, c'est-à-dire que cette patiente mineure, en principe, pour la péridurale, pour son accouchement, on est censé avoir l'autorisation de ses parents. En revanche, s'il y a un geste à réaliser ou une anesthésie ou un geste majeur à réaliser chez son enfant, elle sera en fait détentrice de l'autorité parentale pour son enfant, bien qu'étant mineure. Il y a une particularité pour les mineurs étrangers, je vous passe tout ce qui est califat, etc. Mais globalement, la majorité du mineur dans son pays s'applique à partir du moment où l'enfant est pris en charge en France. Il y a quelques situations de mineurs émancipés, donc au-delà de l'âge de 16 ans. Et donc cette émancipation des mineurs peut se faire sur demande du père, de la mère, du conseil de famille ou éventuellement du mineur lui-même en fonction de la situation familiale. Ça ne peut pas être autrement que sur une application et sur une décision d'un juge des tutelles. Et donc dans l'hypothèse où vous pourriez être amené à prendre en charge ce type de patient, il faut avoir les preuves de cette émancipation, donc les documents juridiques. Il y avait auparavant, et depuis 2006, ça n'existe plus, l'émancipation par le mariage n'existe plus en France. La notion d'autorité parentale est également définie par la loi, et donc c'est le Code civil en fait qui définit cette autorité parentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc bien sûr que c'est quelque chose de prégnant en médecine. Et cette autorité parentale, elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, et donc dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé bien sûr, sa moralité, assurer son éducation, permettre de son développement. Donc en fait, ce sont tous les droits et les devoirs qui incombent aux parents à partir du moment où ils deviennent parents. Bien évidemment, et dès cette notion en fait de définition de l'autorité parentale, l'association de l'enfant aux décisions qui le concernent est inscrite dans la loi, puisque vous voyez que dans cet article, il est également indiqué que les parents associent, on pourrait dire doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent.
La loi définit également ce qu'on appelle donc l'autorité parentale conjointe, et c'est justement ça qui va nous intéresser de façon importante, puisque l'article donc 372 du Code civil précise que cette autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère de l'enfant. Et puis, il y a cette phrase, et c'est cette phrase qui a souvent été utilisée finalement dans un certain nombre de décisions concernant l'enfant, c'était qu'à l'égard des tiers de bonne foi, donc vous, même, chacun des parents est supposé ou réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait en seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Ce qui veut dire qu'une autorisation de sortie scolaire, une autorisation de vaccination lorsqu'elle rentre dans le cadre d'une surveillance habituelle peut finalement se faire avec l'autorisation ou en tout cas le consentement d'un seul des parents à partir du moment où, devant vous, il vous explique qu'il le fait avec l'accord de l'autre. Donc, ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, vous n'avez pas les moyens de différer ça. Alors, l'autorité parentale par un seul parent, c'est très rare. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a qu'un seul parent dont la filiation n'est établie. En règle générale, la mère, c'est la notion affreuse de né de père inconnu, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a qu'une seule filiation à l'égard de la mère. Une petite façon très simple de le vérifier lorsque vous avez ce genre de situation, il faut évidemment que l'enfant porte le nom de sa mère. Si on vous explique que la mère a seule l'autorité parentale et que vous constatez que l'identité de l'enfant, le nom de famille de l'enfant n'est pas celui de sa mère, ça veut dire que ça n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Il faut savoir que la reconnaissance donc dans les couples, dans les familles, lorsqu'il n'y a pas de mariage, l'enfant donc naît sous le nom de sa mère et est reconnu soit de façon anticipée, soit après la naissance par le second parent. Et en règle générale, dans cette situation-là, il prend le nom du père. Si l'enfant est reconnu plus d'un an après sa naissance, la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale. En tout cas, tant qu'il n'y a pas eu de démarche de la part du deuxième parent pour reconnaître. Et finalement, ça correspond à une adoption à ce moment-là. Et à ce moment-là, effectivement, le deuxième parent peut être détenteur. Mais si ça n'est pas le cas, seule la mère a l'autorité parentale. Alors la décision judiciaire de priver un des deux parents de l'autorité parentale, c'est extrêmement rare. On a tous dans l'idée des situations de parents abandonnants, de parents délinquants, de parents de tout ce que vous voulez, de parents maltraitants. Et malgré ça, la décision judiciaire de destituer un parent, en France en tout cas, de l'autorité parentale, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et puis évidemment par décès, bon, ça paraît être quelque chose de tout à fait logique. Quelque chose évidemment très important parce que c'est très sociétal, c'est que en cas de séparation parentale, j'aime beaucoup cette phrase, le couple parental survit au couple conjugal. La séparation des parents n'a aucune incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. Les parents restent tous les deux détenteurs au même titre et avec la même importance de l'autorité parentale vis-à-vis de leur enfant. Et puis en cas d'adoption, bon, ça, voilà, lorsque l'adoption, ce qu'on appelle est plénière, eh bien, l'enfant légitime, l'enfant adopté est considéré et assimilé comme un enfant légitime. Et lorsque l'autorité, ce qu'on appelle l'adoption simple, l'autorité parentale est détenue par l'adoptant. C'est important ça parce que on peut avoir des situations de familles, de couples homoparentales avec gestation, avec des enfants dont la naissance a eu lieu à l'étranger et sur lesquels on peut se retrouver en difficulté par rapport à ça, donc c'est important. Je le dis, c'est important, il n'empêche que dans toutes ces situations-là, vous devez de toute façon avoir un support juridique, un dossier en cours, quelque chose en cours, un juge des familles qui est en train, ou une démarche en cours, et donc c'est important de s'en assurer. Alors bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents, quand il fait seul un acte usuel, donc ça nous paraît une évidence, là, actuellement, de dire l'anesthésie, la chirurgie, c'est sûr que ce ne sont pas des actes usuels, mais en réalité, dans d'autres circonstances, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de définition dans la loi de ce qu'est un acte usuel. Et il y a beaucoup de situations où, finalement, c'est la jurisprudence qui fait foi. Ce qui est sûr, c'est que les actes usuels, c'est tous les actes de la vie quotidienne, les prescriptions, les soins habituels, la surveillance habituelle d'un enfant, ce que je vous disais tout à l'heure, le poursuite d'un traitement, une vaccination, des choses de ce type-là. Par contre, très clairement, ni l'anesthésie ni la chirurgie ne peuvent être considérés comme des actes usuels. Une opération chirurgicale, une anesthésie générale, et puis les traitements très lourds, mais ça nous concerne un petit peu moins. Ce qui veut dire que, c'est très clair, la loi est claire, pour ces actes-là, il faut l'autorisation des deux titulaires de l'autorité parentale.
Alors, on parle d'autorisation, mais on ne peut pas avoir d'autorisation de consentement sans information. Cette information des représentants de l'autorité parentale, elle est également inscrite dans la loi. D'abord, l'information du patient est inscrite dans la loi, vous le connaissez très bien. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Dans le cas de la pédiatrie, eh bien, tout parent a le droit d'être informé et a le devoir, enfin, a le droit, oui, c'est ça, d'être informé sur l'état de santé de son enfant et sur ce qu'on va lui faire. Cette information, donc, elle doit être donnée aux représentants de l'autorité parentale, en principe aux deux, puisque le consentement doit émaner des deux représentants et que, par définition, le consentement éclairé ne peut se faire que si l'information a été reçue. Et donc, c'est bien précisé, hein, les droits des mineurs sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale et qui, eux, doivent recevoir l'information. Il est même précisé dans la loi que ça doit se faire au cours d'un entretien individuel, c'est-à-dire qu'on ne donne pas une information dans un couloir. Cette information, elle est générale à tout, et vous voyez que dans la loi, il est également écrit que seule l'urgence ou l'impossibilité absolue d'informer peuvent l'en dispenser. Donc on doit informer les représentants de l'autorité parentale. On discutait tout à l'heure avec Gilles, vous voyez en consultation un jeune qui vient accompagné de sa grand-mère, vous n'êtes pas en mesure de délivrer l'information aux représentants de l'autorité parentale. Donc en principe, vous ne devez pas donner l'information à la grand-mère et vous ne devez pas considérer que l'information a été donnée. Donc en clair, vous ne le voyez pas en consultation, en principe. Le mineur a le droit aussi à l'information, c'est également écrit dans la loi. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information, de participer à la décision les concernant. Alors c'est un petit peu plus logique parce qu'ils ont le droit de recevoir l'information. En réalité, concernant le geste en lui-même, légalement parlant, ils n'ont pas le droit de s'y opposer. Ce ne sont pas eux qui amènent l'opposition. Son consentement, donc le mineur, il doit être recherché, c'est toujours mieux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge seuil défini par la loi et que c'est une appréciation de savoir si on peut demander à l'enfant de donner un consentement libre et éclairé. Je redis, en deçà de 18 ans, même si l'enfant effectivement décide ou est opposant, il ne peut pas en tant que tel s'opposer à la décision. Par contre, il a le droit d'opposer le secret médical vis-à-vis de ses parents. C'est-à-dire qu'il a le droit, l'enfant, de considérer que dans certaines situations, on peut ne pas être obligé d'informer ses parents de l'intervention qui va être proposée. Excusez-moi. Donc, si l'enfant s'oppose de façon expresse en fait, au fait que ses parents soient informés, le rôle du médecin, et c'est écrit dans le Code de santé publique, le rôle du médecin, il doit essayer de le convaincre, absolument. Il doit essayer de lui dire c'est quand même très important, il faut que tes parents soient au courant. Il faut essayer de convoquer une consultation avec les parents, essayer de convaincre le mineur que ce soit le cas. Et puis, si vraiment le mineur maintient son opposition d'informer les parents, eh bien, il y a la possibilité de réaliser quand même l'acte, mais il faut que le mineur se fasse accompagner par une personne majeure. Et vous allez voir que c'est le cas, et c'est également inscrit dans la loi pour l'IVG. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vous êtes, vous, le médecin, et ça c'est le code de déontologie médicale, vous êtes le garant de la bonne prise en charge de l'enfant, et vous êtes le garant, vous êtes le défenseur de l'enfant. Quand vous pensez, vous, en âme et conscience, que l'intérêt de sa santé est important. Et si les relations conflictuelles entre l'enfant et ses parents, ou entre les parents entre eux, amènent effectivement à des difficultés sur l'obtention du consentement, eh bien, c'est à vous peut-être d'aller soit vers les uns, soit vers les autres, soit, et on en reparlera tout à l'heure, vers le service juridique, si vous en avez un dans votre institution, pour essayer de faire en sorte que la situation s'apaise. Et dans tous les cas, à un moment donné, vous pouvez être amené à réaliser quand même les soins si vous considérez qu'effectivement l'intérêt de l'enfant est là. Alors on a dit, l'IVG c'est extrêmement particulier, c'est tout à fait légiféré également depuis 2001. L'IVG, la demande d'IVG, et notamment chez les mineurs, concerne effectivement, impose des consultations, un certain nombre de consultations médicales obligatoires, en particulier psychosociales. La demande d'IVG doit émaner toujours de la mineure elle-même, jamais de quelqu'un à l'extérieur, et notamment pour le coup jamais de ses parents. Et comme pour toute intervention chirurgicale, le consentement des représentants légaux reste la règle. Donc, en règle générale, dans l'IVG, la demande doit émaner de la mineure et les parents signent l'autorisation d'opérer et l'autorisation d'anesthésie.
mais elle a le droit également, et elle a, ça aussi c'est inscrit dans la loi, elle peut garder le secret vis-à-vis de ses parents. Et donc dans le cas de l'IVG, on peut s'affranchir de l'autorisation parentale si la mineure qui demande l'IVG souhaite que ses parents ne soient pas informés. Elle a dans ces cas-là l'obligation de désigner une personne majeure. Encore une fois, le médecin, c'est écrit comme ça dans la loi, doit essayer de la convaincre que c'est important de prévenir ses parents, etc., etc. Mais en réalité, si elle persiste dans son refus, eh bien, vous pouvez pratiquer l'interruption volontaire de grossesse sans l'autorisation des représentants de l'autorité parentale. L'urgence, alors c'est un vaste débat, on va aller vite et peut-être qu'on en reparlera si vous le souhaitez après. La notion d'urgence, déjà. Alors voilà, l'urgence vitale. L'urgence, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est psychologique, psychique, tout ce qu'on veut? L'urgence vitale, je crois qu'il n'y a pas de discussion. Pardon. En fait, on va distinguer deux grands cas parce que finalement, il y a un souci. L'enfant arrive aux urgences, les parents ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il est effectivement préconisé que... il faut tout faire pour essayer de joindre les parents. Il faut tout faire pour essayer de les joindre. Il faut tout faire pour essayer de pouvoir les informer et d'obtenir le consentement aux soins. Ce qui est extrêmement important, vous allez réaliser l'acte si effectivement l'intérêt de l'enfant est que l'acte soit réalisé malgré l'absence des parents. Par contre, c'est important de tout tracer. Vous devez émettre la preuve dans le dossier que vous avez essayé de joindre les parents, que vous avez par exemple appelé, que vous avez essayé d'envoyer un SMS, que vous avez essayé d'envoyer un texto. La loi précise, et c'est l'article 42 du Code de déontologie médicale, que si en cas d'urgence, on doit s'efforcer de prévenir les parents, mais que bien sûr, si on ne peut pas joindre les parents, et bien si les soins sont absolument nécessaires à l'enfant, on doit donner les soins nécessaires. Mais protégez-vous, enfin il faut se protéger et protégez-vous en inscrivant et en traçant effectivement tout ce que vous avez pu faire pour essayer d'obtenir absolument le consentement. C'est jamais un problème en fait pour démarrer l'intervention, vous vous dites c'est tout, mais si jamais il y a un souci, et Gilles a rapporté tout à l'heure un problème, on peut toujours après venir vous demander comment ça se fait que le papa qui était pas là n'a pas été mis au courant qu'on opérait son enfant. Il y a un deuxième cas à l'urgence, qui est là aussi qui est extrêmement clair dans la loi, c'est que si les parents refusent le traitement ou l'intervention nécessaire pour leur enfant, eh bien c'est pareil, il est écrit que vous devez tout faire pour essayer de les convaincre, mais vous devez délivrer les soins indispensables si vous ne parvenez pas à convaincre les parents, donc délivrer les soins sans l'autorisation parentale. C'est bien écrit dans le Code de la santé publique. Et encore une fois, tracez bien tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez eu, les personnes que vous avez pu joindre, etc. Alors c'est important parce qu'en fait, de tout ce que l'on vient de dire, on se dit, ben voilà, l'anticipation en fait de toutes ces règles, elle est extrêmement importante parce que c'est ce qui va éviter d'avoir des mauvaises surprises, notamment en anesthésie ambulatoire aussi, comme dans beaucoup de centres, vous pratiquez l'admission à J0. Il faut que les gens viennent à l'hôpital avec la carte d'identité, leur carte d'identité, le livret de famille qui prouve la filiation. Il n'y a pas d'autres documents à part un acte de naissance ou un extrait d'acte de naissance, mais tout le monde n'en a pas. Donc il faut le ramener. S'il y a une procédure judiciaire, et notamment en cas de divorce, de séparation, de tout ce qu'on veut, il faut ramener la copie du jugement qui atteste de la décision concernant l'autorité parentale ou la tutelle. La personne qui vous dit mais le papa de toute façon il n'est pas là, de toute façon c'est moi qui ai la garde. Ben oui, c'est vous qui avez la garde, mais le papa il a toujours l'autorité parentale même si l'enfant ne vit pas avec lui, même si l'enfant vit chez vous. Et donc toutes ces vérifications, elles se font lors de l'admission. Il est utile, à mon sens, de prévoir que l'admission se fasse de façon anticipée, notamment quand on soupçonne qu'il puisse y avoir éventuellement un souci, pour éviter de se retrouver juste avant l'intervention ou le jour même avec des soucis de... Donc je vous donne juste un exemple pour vous montrer qu'on ne prend pas les gens en traître quand on leur remet le formulaire d'autorisation parentale. Vous voyez qu'il est bien noté, en tout cas sur le formulaire chez nous à Lille, que la signature des 2 parents est obligatoire. Il est bien précisé que l'acte d'anesthésie, qui doit être écrit d'ailleurs sur l'acte d'autorisation de soins, est bien noté. Il est bien précisé quelles sont les pièces justificatives qu'il faut ramener au moment de l'admission. Et donc il n'y a pas tellement de raisons. Et donc on va dire que finalement, il n'y a pas tellement de questions. Tout ça, c'est facile. On sait ce que c'est qu'un mineur, on sait comment s'exerce l'autorité parentale, on sait que l'anesthésie générale n'est pas un acte usuel, on sait que l'information a été donnée, en tout cas dans la meilleure des situations. On connaît les situations de dérogation, et donc on pratique l'anesthésie générale chez un mineur après avoir constaté qu'il existe un formulaire d'autorisation d'acte qui est rempli et signé par les 2 parents. Voilà. Et donc,
le Code de la santé publique précise que, en cas de refus de signer cette autorisation, ou si le consentement ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale, hors les cas d'urgence. Donc, en chirurgie programmée, en principe, eh bien, il n'y a pas de discussion. Sauf que ça, c'est un peu le monde des bisounours, et que finalement, eh bien, les défaillances en consentement, eh bien, vous le connaissez tous, elles sont extrêmement nombreuses. Et c'est un peu embêtant parce que le CNCE en 2014 avait fait un peu une étude, ça représente quand même jusqu'à 10% des événements porteurs de risque en chirurgie ambulatoire pédiatrique, et donc c'est vraiment un facteur extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'il y a les défaillances au consentement? Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais défaut d'information des familles. Moi, je vous ai montré le formulaire chez nous. Il n'y a pas de défaut d'information. Hein. Les familles, elles le savent, elles sont informées. Méconnaissance de la législation. Il y a un certain nombre peut-être de centres où dans tous les différents acteurs du parcours patient qui peut-être à un moment vont pouvoir dire « ah ben non, un seul parent, ça suffit ». Enfin voilà, en tout cas, la législation, elle existe et il faut savoir, il faut la connaître. Les familles recomposées, monoparentales, la différence, hein, c'est le défaut de compréhension entre le détenteur légal de l'autorité parentale et le parent, par exemple, habituel auprès duquel vit l'enfant. On a tous vécu des situations où vous donniez une information à un couple en consultation, où les gens arrivent et puis au bout de 10 minutes, vous apercevez qu'en fait, le monsieur, c'est pas du tout le papa de l'enfant, qu'en fait, c'est le concubin de la mère et qu'en fait, vous êtes en train, finalement, d'être face à une situation qui n'est pas la situation telle qu'elle doit être, hein, et que, bon, clairement, vous n'êtes pas non plus, vous, en consultation, à demander aux gens le livret de famille et leur carte d'identité pour être sûr, quoi. L'absence d'accompagnement du mineur, donc ça nous est arrivé, voire l'absence du mineur tout court d'ailleurs, bon, ça aussi ça peut arriver. L'absence de documents preuves, on donne la liste des documents qu'il faut fournir et puis il y a toujours, ben non, le livret de famille je l'ai pas retrouvé, ou enfin voilà. Et puis, et ça c'est quelque chose de parfois plus difficile à appréhender, c'est le conflit familial, c'est-à-dire l'enfant qui est finalement l'objet du conflit entre les parents séparés, le refus d'informer l'autre parent, la volonté même de ne pas l'informer de façon express, hein, le délaissement effectivement d'un parent, les désaccords entre le parent et le mineur, on en a déjà parlé. Et ces défaillances au consentement, bien, elles ont des conséquences, hein, vous les connaissez, la désorganisation des programmes opératoires évidemment, la mise en danger de l'enfant qui ne doit pas être l'objet ni l'outil des conflits entre ses parents. Sachez que la mise en cause en fait de votre responsabilité médicale, à tout moment, quel que soit ce que je viens de vous dire, vous restez seul face à votre décision, qu'elle soit d'opérer ou de ne pas opérer, qu'elle soit donc d'endormir ou de ne pas endormir, en fonction des défaillances ou de l'absence du consentement tel qu'il doit être. Hein. Vous avez une responsabilité morale hein, en cas de désaccord parce que, comme on a dit, vous êtes censé agir dans l'intérêt de l'enfant. C'est parfois pas l'intérêt des parents. Ça peut être source de grandes difficultés, source de conflits, source de consultations compliquées. Voilà. Et sachez que, bon, je vous l'ai assez dit, mais effectivement, l'obligation légale, hein, elle est d'informer et de tracer. Alors, si vous avez la chance, comme nous on a ici, enfin au CHU de Lille, d'avoir un service juridique, surtout servez-vous-en. On a un service juridique, nous, qui est extrêmement aidant dans les situations difficiles. Et puis, eh bien, dans les situations compliquées, encore une fois, je ne parle pas de l'urgence, hein, je parle vraiment de chirurgie programmée. Souvent, en fait, eh bien, ça va se terminer par une consignation dans le dossier, après tout ce que je vous ai dit sur l'essai de tout faire pour obtenir le consentement des deux parents, où finalement, ben voilà, on écrit que l'intervention est effectuée pour sauvegarder la santé de l'enfant. En règle générale, cette phrase est signée et par l'anesthésiste et par le chirurgien. On faisait à un moment donné parfois signer une décharge, hein, donc c'est un papier où la personne atteste par exemple que l'autre parent est absolument injoignable, donc c'est une attestation sur l'honneur. Ça fait parfois tout d'un coup ressortir des numéros de téléphone ou des façons de joindre l'autre parent. Bon, ça n'a aucune valeur légale en réalité, mais c'est vrai que ça peut inciter un petit peu à dire, voilà, dans les temps actuels, hein, à part peut-être si le papa est sous-marinier dans le fin fond de la mer des Caraïbes, il y a quand même actuellement des moyens extrêmement facile de joindre les gens et on peut tout à fait avoir une autorisation signée d'un des parents par un SMS, un mail, un fax, c'est-à-dire une façon de prouver en fait que le parent a été informé et qu'il est d'accord. Et puis, eh bien, c'est aussi une chance pour nous qui s'occupons d'enfants, c'est que le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, peut effectivement être joint si vraiment il y a un conflit avéré. Il faut savoir qu'on a cette chance de pouvoir être aidé en fait à la saisie du ministère public.
Je vais aller assez rapidement sur la transfusion parce que finalement, les règles concernant la transfusion sont les mêmes en fait que pour le consentement. Juste pour vous repréciser, que les groupages ABO donc en transfusion répondent également à une réglementation extrêmement stricte, qu'il faut 2 prélèvements différents, que la détermination de groupes sanguins ABO résus et phénotype RH-KEL1 sont obligatoires et que les cartes de groupe qu'on a actuellement répondent aussi, pour être valables, à un certain nombre de critères extrêmement précis. Les rails, elles sont également obligatoires avant toute commande de culot globulaire. Je vous rappelle que classiquement, donc les rails ne sont valables que 72 heures, mais que ce délai de validité est prolongeable à 21 jours si le résultat est négatif, évidemment, et en l'absence d'antécédents d'événements immunisants tels que grossesse ou transplantation dans les 6 mois qui précèdent, et également en l'absence d'antécédents de transfusion. Il est préconisé donc par l'HAS de refaire les rails dans les suites d'une transfusion, notamment en cas de transfusion ultérieure. Et donc, il y a un cas particulier du nouveau-né pour la rail, et je vais peut-être plutôt insister sur ça. Alors, on dit nouveau-né, en fait, c'est jusqu'à l'âge de 4 mois. L'enfant en fait et le tout petit est incapable de produire lui-même en fait des anticorps anti-érythrocytaires irréguliers, et que finalement s'il est porteur d'agglutinine irrégulière, ce sont celles de sa mère qui sont passées donc en transplacentaire pendant la vie in utero. Donc en fait, lorsqu'on veut transfuser un nouveau-né, on a l'obligation, normalement, d'avoir donc une recherche d'agglutinine irrégulière, mais finalement, cette recherche peut être ce résultat de rail peut être celui de la mère à partir du moment où les rails de la mère ont été prélevés dans les 72 heures qui précèdent la naissance. Et que ces rails de la mère, si vous les avez et qu'elles sont négatives, elles vont être valables pendant 4 mois chez l'enfant, y compris si l'enfant est transfusé. Donc jusqu'à l'âge de 4 mois, que vous ayez en fait à la naissance les rails de la mère ou les rails de l'enfant, vous n'êtes pas obligé de les refaire si vous devez retransfuser l'enfant, même s'il a été transfusé de façon extrêmement importante en période natale. Donc c'est important. Sachez aussi que la plupart des centres de transfusion ne rendent un groupe définitif qu'après l'âge de 6 mois. Donc si vous avez une détermination de groupe chez un jeune enfant en période néonatale, si vous l'opérez à 6 mois plus 1 jour, il faudra refaire des déterminations de groupe pour pouvoir le transfuser à ce moment-là. En tout cas, c'est la règle chez nous. Je vous passe les règles de pratique de la transfusion. Ce sont les mêmes que chez l'adulte. Elles sont également extrêmement codifiées. Elles sont donc toutes précisées dans le code de déontologie médicale et dans le code de santé publique. L'information du patient et donc des parents sur la transfusion est également obligatoire. Il faut recueillir en principe le consentement éclairé. Et sachez que pour l'enfant, donc pour le mineur, si les parents refusent la transfusion, vous devez, et là c'est également inscrit dans la loi, agir dans l'intérêt de l'enfant. Et que clairement, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais clairement, si l'enfant nécessite une transfusion et si vous estimez que le risque est vital que l'enfant ne la reçoive pas, il faut faire une démarche auprès du procureur de la République. Et en fait, la procédure, c'est qu'il destitue les parents des droits parentaux pendant le temps de la transfusion. Juste un rappel, la transfusion de produits sanguins lambiles est une prescription médicale et donc il faut faire une ordonnance. C'est également écrit dans la loi. L'acte transfusionnel, rien de particulier, vous connaissez tous, mais c'est également écrit dans la loi. On m'a demandé de rappeler les obligations réglementaires, ce sont celles-ci. Il faut le faire à chaque fois, évidemment, qu'on transfuse, et que toute discordance, non-conformité doit suspendre l'acte transfusionnel, en sachant qu'il est également inscrit dans la loi tout ce qui concerne la surveillance, la traçabilité et l'établissement du dossier transfusionnel. Donc, voilà, c'est très clair. Il n'y a pas d'anesthésie générale sans le consentement écrit des 2 parents. La jurisprudence est plus compliquée parce qu'on a tous des cas où, effectivement, il faut probablement se passer de cette autorisation écrite lorsque les situations sont compliquées, et que tout ça s'est rendu quand même, effectivement, parfois plus difficile en raison de la modification des schémas familiaux. Un des mots-clés, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que toutes les causes de défaillance au consentement dont on a parlé, eh bien, il faut pouvoir les anticiper pour essayer de régler les problèmes avant l'anesthésie. Et puis la traçabilité des éléments dans le dossier, c'est-à-dire que voilà, il faut bien noter tout ce que vous faites si vous avez des difficultés, en sachant que votre responsabilité est engagée, que la décision soit oui ou non, je l'endors, alors que je n'ai pas l'autorisation écrite des 2 parents. Je vous remercie. Merci. J'ai pas de siège, moi. Oui, une question dans la salle, Gilles.
Oui, j'ai une question concernant les autorisations et les actes itératifs. Il y a des patients qui viennent, on sait à l'avance qu'ils vont avoir une dizaine ou plus. Voilà. Est-ce qu'il faut à chaque fois obtenir le consentement? C'est la première partie de ma question. Et la seconde, c'est lorsqu'on a un acte qui se complique et qui va nécessiter une ou plusieurs reprises, est-ce que la signature initiale convient ou est-ce qu'il faut recommencer pour chacun? Alors, l'autorisation et donc le consentement écrit est un consentement pour un acte. Donc en principe, pour la réponse à la deuxième partie de ta question, il faut de nouveau recueillir le consentement pour la reprise, si reprise il y a, ou pour la complication, si complication il y a. En ce qui concerne les anesthésies itératives, c'est évidemment plus compliqué. Alors, la loi, normalement, la loi dit qu'il faut, donc encore une fois, par acte. Nous, il arrive quand on sait que c'est régulier, notamment par exemple les brûlés qui ont des pansements sous anesthésie générale plusieurs fois par semaine. En fait, on fait signer une autorisation où l'acte indiqué effectivement est noté pansement itératif ou pansement régulier 2 fois par semaine. Mais le jour où par exemple l'enfant va avoir une greffe ou une excision greffe, en principe, il faut refaire signer une autorisation. En tout cas, il faut réinformer. Ça change ? Sonia, tu avais une question ? Bonjour. J'ai 2 questions. En fait, la première concerne l'acte urgent. Ah pardon, voilà, je ne savais pas. Donc la première question concerne l'acte urgent. Donc, est-ce que c'est vrai que la signature d'un seul parent suffit? Et est-ce qu'il ne faut pas muer le chirurgien pour vraiment décider de l'urgence de l'intervention? Deuxième question, c'est par rapport à la péridurale chez la patiente mineure qui arrive à l'hôpital et qui n'est pas suivie. Donc en fait, elle arrive, elle n'a pas de consultation d'anesthésie, on ne l'a pas vue avant, et qui arrive pour accoucher. Est-ce qu'on fait la péridurale ou pas si les parents ne sont pas là? Dans l'intérêt de la jeune femme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'intérêt de la jeune femme, la réponse peut être oui. Bien sûr, il faudra éventuellement, enfin, en tout cas dans l'idéal, s'assurer de savoir si les parents sont au courant, alors s'ils ne peuvent pas donner l'autorisation à ce moment-là, c'est tout, mais une jeune adolescente mineure qui vient pour accoucher, je pense qu'effectivement on rentre dans le cadre dans l'intérêt de l'enfant, tu peux pratiquer le geste, même si effectivement tu n'as pas l'autorité parentale. Pour l'autre question sur l'urgence, jamais, il faut dire, l'autorisation d'un seul parent suffit. C'est pas tout à fait ça. Il faudrait l'autorisation des 2 parents, mais dans l'impossibilité d'avoir l'autre, à partir du moment où vous avez cherché effectivement à obtenir la signature de l'autre, effectivement, eh bien dans cette situation-là, vous pouvez être amené à faire l'acte. Très honnêtement, je veux dire, tout ça, c'est de la théorie. On en vient, nous, effectivement, de temps en temps, enfin, ce serait dommage d'avoir des gens qui signent vaguement pour les 2 pour dire qu'il y a 2 signatures sur le papier, parce que finalement, on n'a pas toujours de ça. Ce qui reste important, et moi je sais que je l'ai déjà fait sur l'urgence, c'est-à-dire que vous voyez la personne, par exemple la maman, et vous dites, mais est-ce que le papa est au courant? Oui, non. Si elle vous dit, bah oui, je viens de l'avoir au téléphone, moi j'ai jamais eu des gens éventuellement au téléphone en leur disant, voilà, on va endormir votre enfant, donc pour juste m'assurer au moins qu'ils avaient l'information. La signature écrite, elle est requise. Dans l'urgence, la signature écrite, elle est parfois très compliquée, mais par contre, l'information ou l'assurance que vous avez informé le 2e parent qu'effectivement il y allait avoir un acte chirurgical, elle est extrêmement importante à rechercher. Et l'implication du chirurgien, bien évidemment. Et même sur l'autorisation d'opérer pour un acte réglé. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à Gilles, c'est que finalement, on dit autorisation de soins, autorisation d'opérer, plus qu'autorisation d'anesthésie. Évidemment, ça va ensemble. Mais je veux dire, le chirurgien, il a exactement les mêmes obligations que vous. Et donc, il doit effectivement se mouiller. Nous, combien de fois, dans des difficultés, on a le chirurgien qui, des fois, vient nous voir en disant « Non, mais si tu acceptes de l'endormir, moi, je veux bien l'opérer. » Bah oui, mais moi, je vais dire « Si tu acceptes de l'opérer, je veux bien l'endormir. » Parce que finalement, on est plutôt dans cette partie. Donc, bien évidemment que cette autorisation et ce consentement aux soins, il est partagé avec les chirurgiens. Anne, tu as une question de... Anne, j'ai une question concernant la réa. Parce qu'en réa, finalement, on fait des actes invasifs. Et qu'est-ce que tu en penses en termes de consentement, d'autorisation, acte invasif, etc. Je sais que, à partir du moment où il y a éventuellement une sédation profonde, voire une anesthésie pour un acte invasif en réanimation, pour moi, ça répond aux mêmes conditions effectivement que pour l'anesthésie générale. Après, il y a un certain nombre encore d'endroits où il y a une autorisation de soins de service.
qui finalement est considéré par certains comme un blanc-seing. À partir du moment où on a autorisé les soins dans un service, eh bien, on considère qu'on a tout autorisé. Eh bien, pour l'anesthésie générale, très honnêtement, je pense que ça n'est pas le cas. Parce que c'est problématique. Hein. Nous, on a une réa brûlée. Les patients y rentrent, il y a une autorisation de prise en charge, mais après, il y a tout un tas de soins qui en découlent. Alors, l'acte chirurgical, il y a un consentement particulier, itératif. Mais c'est une question qu'on se pose souvent et on n'a pas les deux parents forcément. Hein. C'est un petit peu ce que... Alors, on peut rentrer dans le cadre de l'urgence ou en tout cas dans le cadre du non programmé, hein, plus que l'urgence, parce que c'est des fois plus compliqué. Je pense qu'on est plutôt dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure par rapport, par exemple, à des pansements, même si ce n'est pas sur des pansements en réanimation. Le fait que les soins soient faits en réanimation, on peut considérer que c'est du bloc délocalisé ou l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait très bien être fait dans un bloc et donc apparenté plutôt à une intervention chirurgicale. Et qu'on peut effectivement avoir finalement une autorisation de soins qui comprennent en fait les soins invasifs de ce type-là. Après, si tu dois aller faire une excision au bloc, je pense que là, par contre, il faut impérativement... Sonia ? Oui, moi j'avais une remarque. Je profite pour rebondir sur la péridurale, sur une petite histoire de chasse personnelle. Même quand on a quelqu'un qui est majeur et qu'on a eu un consentement et donc une information. Moi j'ai eu malheureusement un hématome sous-dural suite à une brèche durmérienne lors d'une péridurale, avec passage en neurochirurgie. Et même si la personne qui était interne en médecine avait tout le consentement et l'intelligence pour comprendre ce qu'on lui a dit, il y a quand même eu un inversement d'indemnité au titre du préjudice. Donc, de toute façon, ça ne protège pas. Ça, le consentement et tout ce qu'on peut faire signer sur l'information ne protège pas après d'avoir une procédure. Et j'avais... Non, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est important parce que pourquoi on fait tout ça ? Pour aussi se protéger. Le but de tout ça, et c'était ma deuxième question, est-ce que tu sais, parce que c'est quand même un véritable casse-tête souvent d'avoir les deux signatures des deux parents, enfin moi je trouve que c'est une lutte quotidienne, s'il y a beaucoup de procédures qui sont faites, comme on a vu ce matin, je ne sais plus qui, c'est toi Gilles, qui a présenté une demande d'indemnisation. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment auprès des assurances ou des plaintes sur le fait qu'on n'a pas été informé et qu'on demande une compensation ou en tout cas une demande d'indemnisation ou de... J'ai pas la réponse. Hein. J'ai pas la réponse à ça parce que faudrait effectivement se rapprocher des organismes, des organismes assureurs. Mais l'information, même si tu n'as pas le consentement écrit, finalement, c'est l'information qui prime. Le casse-tête d'obtenir les deux signatures, moi je suis désolée, peut-être que on est privilégié, mais encore une fois, c'est l'anticipation. On ne voit pas forcément, nous les patients, 3 jours avant leur intervention. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont incapables de joindre un deuxième parent pendant 3 jours. Et je redis, on a nous régulièrement des fax avec un deuxième papier rempli par le deuxième. Ils ne sont pas forcément obligés d'être assis à la même table ni de coucher dans le même lit pour signer l'autorisation. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, c'est pas si compliqué que ça. Je redis, je pense qu'il y a vraiment un problème d'anticipation, un problème d'importance. C'est-à-dire qu'il faut insister sur le fait que s'il n'y a pas l'autorisation des deux parents, on a, et c'est la loi, je veux dire, moi j'ai comment tu disais, Duralex, Edlex, ça c'est pour, elle est partie, c'était pour Christelle, mais il n'y a pas de raison pour une chirurgie programmée de s'affranchir de ça, il n'y a pas de raison. De la même façon qu'il n'y a pas de raison, si tu dois transfuser, de t'affranchir d'avoir 2 déterminations de groupe. Tu ne vas pas dire que c'était compliqué d'aller piquer la deuxième ou des choses de ce type-là, si tu veux. Et en fait, il y a beaucoup, et je pense que les enfants, ils sont vus en consultation de chirurgie, ils sont vus en consultation d'anesthésie. Sur les parcours ambulatoires, ils ont parfois un livret dans lequel tout est en principe écrit, avec tous les documents. Quelle est la bonne raison, du coup, de ne pas, que ça ne soit pas possible ? Il n'y a aucune bonne raison. Hein. Il n'y a que des mauvaises raisons. Et donc, il faut accepter les mauvaises raisons. Mais il y en a beaucoup des mauvaises raisons. Oui, c'est ce que je t'ai montré, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais moi, je sais qu'on est devenu extrêmement strict depuis à peu près une petite dizaine d'années. Et je peux t'assurer que c'est en chirurgie programmée, c'est dans les situations difficiles. La famille d'accueil, le parent sous tutelle, le père incarcéré. Oui, évidemment, là, dans ces cas-là, il y a des choses. Mais ça ne veut pas dire que le père incarcéré, d'ailleurs, il n'est pas informé.
Hein, et on essaye de demander à l'autre parent quand même d'informer le père. Mais bien sûr qu'on ne va pas exiger sous les yeux, dans ta checklist, d'avoir le papier avec les deux. Mais ça, nous, on se fait aider dans ces cas-là du service juridique parce que c'est une protection aussi pour nous de savoir que le service juridique est au courant qu'il y a une défaillance au consentement tel qu'il est demandé par la loi. Et alors, comment tu fais quand le parent te dit je ne peux pas joindre l'autre parent, ou alors j'ai la garde, je ne peux pas. Est-ce que tu demandes le livret de famille pour voir si vraiment c'est un parent isolé? Moi, personnellement, non, parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais ce sont nos hôtesses administratives qui sont effectivement chargées un peu de ça. Et encore une fois, je redis, on a peut-être beaucoup de chance à Lille, mais on a un service juridique qui s'occupe de ça. Alors, pour la chirurgie programmée, je parle. On a un service juridique qui s'occupe de ça. Un tout petit point, il y a une circonstance absolument impérative. Non, je le dis parce que d'abord, en plus, c'est fréquent quand même. C'est la circoncision. La circoncision, il faut impérativement avoir le consentement des deux parents parce que ce n'est pas un acte de soin, que c'est considéré comme une mutilation, et donc il faut impérativement, ça c'est le seul cas quand on lit un peu. Pardon, circoncision rituelle. Oui, bien sûr, évidemment. Oui. L'autre c'est un soin, mais parce que comme on n'est pas dans le soin, parce que sinon tout est négociable en disant le soin, on pouvait pas le reculer, etc. On peut toujours négocier, mais la circoncision c'est vraiment un truc important. Oui, la chirurgie esthétique c'est encore autre chose parce que la circoncision, l'enfant n'est pas volontaire. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est spécifié, notamment au niveau des assurances. C'est le cas vraiment ultra rigoureux et nécessaire. Question peut-être. Oui, j'avais simplement une demande. Quel est le chiffre un peu officiel de la proportion de ces défaillances de consentement? Moi, je travaille en activité libérale, on est harcelé par notre assureur. Malgré toute notre bonne volonté, on a un taux de recouvrement des consentements qui est mauvais, et voire même très mauvais. Et une des solutions trouvées actuellement, c'est les outils de dématérialisation des signatures qui transforment radicalement le taux de recouvrement. Mais ce qui veut bien dire que dans votre démarche, ce qui est important, c'est d'avoir la signature des deux parents. C'est pas forcément d'avoir le papier, bien sûr. Mais ça, vous avez tout à fait raison. Je l'ai montré tout à l'heure, dans le CNCE disait environ 10% d'événements porteurs de risque, en fait, à peu près. Donc, c'est pas négligeable, sur la proportion de défaillances au consentement. Vous cherchez tous vos défaillances dans vos services? Vous êtes tous capables de dire dans vos services combien de dossiers sont défaillants sur ce point-là? Nous, on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Mais je trouve que c'est là où on n'est pas bon. C'est que chez Amazon, quand vous passez une commande, ils s'occupent pas, ils n'ont pas leur préoccupation parce que c'est du no-go par définition. C'est-à-dire que si vous ne franchissez pas les étapes, vous n'avancez pas. Nous, on passe notre temps à laisser franchir les parents, les enfants, les adultes. Et si on avait un système qui nous permettait de faire signer avec des rappels de manière itérative avant d'arriver au dernier moment, donc c'est bien de l'anticipation, et ça on attend que les éditeurs nous proposent des solutions simples. En même temps, quand vous prenez l'avion et que vous avez besoin d'avoir un visa, vous n'avez pas un rappel toutes les semaines qui vous dit si vous n'avez pas le visa ou pas votre passeport, vous ne pourrez pas passer. Oui, mais là, c'est un consentement signé, c'est pas un visa non plus. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des rappels effectivement aux gens. Moi, je redis, le consentement, il est demandé au moment de la consultation chirurgicale, il est demandé au moment de la consultation d'anesthésie, il est redemandé effectivement au moment de l'admission. Bon, on peut aussi effectivement avoir des outils. Moi, je serais tout à fait favorable à avoir ce genre d'outils, mais d'un certain côté, les parents, il faut aussi, qu'ils sachent que effectivement, ça va être nécessaire et que le no-go, oui, vous avez raison, le no-go, il existe. Et ça fait... Moi, je vous dis, la décharge qu'on faisait signer pour que les gens nous disent, c'était je sous-signé, atteste sur l'honneur, ne pas avoir de contact avec monsieur, machin, etc. À partir du moment où on disait, vous allez signer une décharge comme quoi, effectivement, vous attestez sur l'honneur que c'est impossible de joindre l'autre parent, je peux vous assurer que de temps en temps, c'est un peu moins. On va peut-être enchaîner, puis on reviendra. L'objectif de cette session, c'est vraiment qu'on échange. Là, on est tous face à vous pour en discuter. Et ce matin, le président de l'ASFAR, professeur Jean-Michel Constantin, vous a parlé de Avipédia. Donc, Avipédia, c'est un site
où on est à votre disposition pour discuter des difficultés que vous allez ou que vous pouvez rencontrer ou des questions que vous vous posez en staff. Et avant de parler de cette table ronde d'organisation, Inès, s'il vous plaît, on va vous proposer de faire un petit quiz, un petit peu pour rebooster la salle, là. Donc, on va utiliser l'application Slido. Inès, s'il vous plaît, vous avez les diapos, vous pouvez nous les passer? Tu les as? Voilà. Alors, vous avez le scanner Slido et on va vous poser des questions qui résument un peu les questions qu'on a reçues par la bande, comme on dit chez nous. Donc, suite à la publication des RPP, organisation structurelle, matérielle, fonctionnelle des centres effectuant de l'anesthésie pédiatrique, vous avez modifié votre organisation. Alors, est-ce que c'est pas du tout d'accord, plutôt d'accord, indifférent, plutôt d'accord, tout à fait d'accord? Vous voyez, c'est du Likert tout simple. Est-ce que... Et on va garder on aura les réponses. Allez, vous êtes 38 à avoir 40. Super. Allez. Alors, il y a une dizaine de questions. Donc, on va peut-être... est-ce qu'on peut voir vos résultats? Donc, vous avez modifié vos organisations. La plus grande information... Plutôt d'accord. Et indifférent, ça veut dire qu'ils n'ont pas changé. Enfin, ça veut dire que ça restait comme ça. Ok. On continue. On va vous poser la deuxième question. Votre but est d'appliquer 100% des objectifs. Est-ce que vous êtes pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord? C'est pas une question. Plutôt d'accord ou tout à fait d'accord, votre objectif c'est 100%. Alors quelle est la meilleure solution pour vous? « 49 déjà, vous avez... Waouh. Ouais, vous êtes plutôt d'accord pour le 100%. On va faire la troisième question. Avez-vous modifié vos pratiques en termes de limite d'âge? Est-ce que par rapport à avant la publication des RPP et aujourd'hui, est-ce que vous avez modifié vos pratiques et l'âge, les enfants que vous recevez aujourd'hui n'ont pas le même âge que ceux avant le printemps 2023? Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, indifférent, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. « 47, on est à peu près au chiffre d'habitude. Vous nous faites voir, s'il vous plaît, Inès? Ok, pas trop changé. Est-ce que nous allons continuer avec le quiz d'après? Pour nous, c'est intéressant parce qu'on entend de tout, donc on est intéressé par votre ressenti de CRPP. La question d'après? Super. Prenez-vous en charge les enfants de moins de 1 an? Oui, très régulièrement. Oui, de temps en temps. J'évite, jamais. Non, mais il faut un peu de... On est quand même à la fin d'une grande journée de travail. Il faut être un peu souple. Allez, 49. Quelles sont vos réponses? Jamais. OK. Oui, très régulièrement, 27%. Ouais. On fait une autre question. Allez-vous arrêter les moins de 1 an? En fait, il y a beaucoup des équipes de CHU. En fait, c'est un peu les questions qu'il y aura dans la VIREA. On a voulu aussi un peu les tester. Allez, 40, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas arrêter, sans douter. Oh, stop. Les 1 à 3 ans. On va refaire les mêmes questions avec les 1 à 3 ans.
Oui, très régulièrement. Oui, de temps en temps, j'évite jamais. Alors, voyons voir. Est-ce que vous en prenez? Voilà, très régulièrement. Oui, de temps en temps, c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Est-ce que vous allez changer? Alors, vous allez arrêter. Est-ce que vous allez arrêter là à 3 ans? J'espère que non. 34, 40. Ouais, super. Bon, parce qu'on va vous voir, on veut vous voir. Vous avez vu, il y a plein de programmes de scientifiques. Alors, on va passer aux 3 à 10 ans. 3 à 10 ans, est-ce que vous en faites très régulièrement? Oui, de temps en temps, j'évite jamais. Si vous en faites jamais, c'est qu'il y a une surprise si vous êtes là. Voilà. Super. Oui, très régulièrement. Et vous n'allez pas changer normalement. Allez-vous arrêter les 3 à 10 ans? Non, je n'ai pas fait. Voilà, super. On est arrivé à ce qu'on voulait. Maintenant, c'est un nuage de mots. Un nuage de mots. Quel mot évoque pour vous la mise en place, en application de CRPP, organisation en anesthésie pédiatrique? Vous mettez les mots qui vous viennent à la tête, à l'esprit. Donc j'en profite pour un petit peu rappeler l'histoire de CRPP pendant que vous mettez vos différents mots. Donc les RPP ont été écrits par un groupe d'experts dont vous avez quand même des représentants, sauf 2 là, qui n'ont pas participé, mais qu'on considère comme experts, avec notamment une date butoir de mise en place validée par la SFAR et la DARPEF, qui est juillet de cette année, enfin c'était moitié de l'année de cette année. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de questions. Donc on avait édité un fichier questions-réponses, également validé par la SFAR et la DARPEF, notamment par exemple, est-ce qu'il faut absolument un DU obligatoire pour faire de l'anesthésie pédiatrique? La réponse était non, il n'y a pas d'obligation de formation initiale. Il y avait, puisqu'il faut quand même en parler, dans ces fichiers questions-réponses, un volume qui était apparu. Parce qu'on avait beaucoup de questions dans ce sens-là. Et finalement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez vu le message, la SFAR a décidé de retirer ces fichiers questions-réponses, notamment en termes de volume, puisque ce volume n'apparaissait pas dans le texte initial. D'accord ? Donc, il n'y a plus de volume, de cut-off de volume, ou de volume imposé par CRPP. Et pour rappel, c'était un chiffre de 100. Donc, il n'y a plus ce volume-là, ce cut-off, dans les RPP. D'accord ? Pour aussi info, et on va parler après des différents mots, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais parallèlement à ces RPP d'anesthésie, donc je rappelle, c'est des RPP, et toutes les phrases sont « les experts suggèrent ». D'accord ? Et on pourra éventuellement discuter de l'aspect médico-légal, puisqu'à chaque fois, c'est la même question. Il y a des décrets d'autorisation de chirurgie pédiatrique qui sont sortis vraiment en même temps. Donc, je ne sais pas qui est au courant de ces décrets. Donc, il y en a certains qui ne sont pas au courant. Et pour rappel, ces décrets d'autorisation de chirurgie pédiatrique, là, par contre, c'est la loi. Et on va répéter encore la loi. Le décret, c'est la loi, contrairement à CRPP. Dans ces décrets d'autorisation de chirurgie, ça concerne toute la chirurgie pédiatrique. Il y a des spécialités qui sortent un peu de ce champ. De façon globale, tout établissement qui pratique de la chirurgie pédiatrique doit avoir un environnement pédiatrique. Ça, c'est dans les décrets, et notamment, on pourra en reparler, de la nécessité d'avoir des infirmières, des IDE formées à la pédiatrie pour les services d'hospitalisation, qu'ils soient ambulatoires ou conventionnels. Il parle même de puer. D'accord ? Ça, c'est le décret pour toute activité de chirurgie pédiatrique, c'est la loi. D'accord ? Ensuite, autre nouveauté, c'est les enfants, donc la pédiatrie est définie à partir en dessous de 15 ans. Au-delà de 15 ans, ça devient de la chirurgie adulte. Donc ça, c'est déjà un autre point. Autre point, pour les spécialités où il y a vraiment une qualification ordinale de chirurgien pédiatrique, c'est-à-dire la chirurgie uro, viscérale, thoracique et orthopédique.
Les chirurgiens adultes qui font ces spécialités doivent demander une dérogation pour pratiquer la chirurgie pédiatrique. D'accord ? Cette dérogation est demandée par l'établissement auprès de l'ARS. C'est une dérogation par établissement et pas une dérogation par chirurgien. Mais pour rappel, donc c'est les chirurgiens adultes qui font de l'uro, thoracique, viscéral et orthopédique doivent demander cette dérogation pour faire des enfants de 3 à 15 ans. En dessous de 3 ans, pour ces spécialités, ils doivent être chirurgiens pédiatriques. D'accord ? Ne sont pas concernés par cette dérogation les chirurgies ORL, ophtalmo, plasticien, maxillofacial. Autre chose, c'est les spécialités qui sont concernées par cette dérogation. Les chirurgiens doivent adhérer à ce qu'on appelle un DSR, dispositif spécifique régional. C'est-à-dire c'est un réseau qui doit participer à des RMM, des réunions, des formations. Et dans ce décret, il est écrit que tous les chirurgiens doivent justifier d'une formation de chirurgie pédiatrique. Ils ont parlé aussi de l'anesthésie, sans nous en parler, mais on en a parlé dans les RPP, donc ce côté-là est abordé. Donc voilà, c'était pour information. Il faut que vous communiquiez avec vos chirurgiens, avec l'administration, parce qu'à partir du moment où vous faites de la chirurgie pédiatrique, et je pense que ici tout le monde est concerné, les chirurgiens doivent être au courant de ces décrets, qui, je le rappelle, c'est la loi. Tu me permets un petit mot sur l'anesthésie. Dans les décrets, il y a 2 articles qui disent qu'il faut un médecin anesthésiste compétent. Il n'y a pas écrit formé, il y a écrit compétent pour la prise en charge des enfants dans le cadre de l'anesthésie pédiatrique, sans que le mot soit plus avant défini ou précisé. Voilà, alors, pour les mots, vous avez vu un petit peu le nuage de mots. Celui qui ressort le plus, c'est sécurité. Effectivement, c'était l'objectif de CRPP. Et donc, cette table ronde a été imaginée essentiellement pour échanger avec vous, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours. Alors, il y a eu beaucoup de présentations de CRPP, que ce soit au congrès de la SFAR, de la DARPEF, à des journées, à des séminaires, à des webinaires. Mais c'est vrai que d'échanger en direct, c'est quand même plus sympa. Et donc, autour de cette table ronde, il y a à la fois des experts qui ont participé à l'écriture de CRPP. Vous en avez également dans la salle. Donc, il y a Nadia Smaïl qui travaille dans une clinique à Toulouse, qui fait notamment beaucoup de tout-petits, qui a participé à l'élaboration de CRPP, qui, je rappelle, a été voté en accord fort pour la validation de CRPP. Isabelle Constant, Karine Nouette, Gilles Orliaguet et moi-même, pratiquant au CHU. Et dans cette table ronde, on a voulu également inviter Caroline Duracher, qui travaille à Paris, ainsi que Clémence Cindy François, qui travaillent dans le libéral, avec une grosse expérience aussi, une expertise de l'anesthésie pédiatrique. Et notamment, on avait vu avec Clémence, qui avait fait un beau topo sur le retour de CRPP, c'est-à-dire comment finalement son équipe a mis en place CRPP. Certains champs étaient plutôt faciles, étaient plutôt logiques, c'était de la sécurité. D'autres étaient plus difficiles à mettre en place. Et donc c'est pour ça qu'on voulait un petit peu avoir votre retour sur la mise en place de CRPP. Donc vous êtes totalement libre, comme ce nuage de mots, de vous exprimer. Et alors en attendant que vous réfléchissiez un petit peu soit à vos questions, vos anecdotes, vos remarques, on peut peut-être demander justement à tout le monde ici présent sur la table ronde, est-ce que déjà vous avez modifié votre pratique, votre organisation? Comment ça s'est passé? Quelles sont finalement les difficultés que vous avez rencontrées? Nadia? Donc nous, je travaille dans une clinique où on fait un tiers d'enfants et 2 tiers d'adultes. Donc c'est une activité mixte, mais avec une grosse activité de pédiatrie, puisqu'on endort près de 6000 enfants par an, de 0 à 18 ans, mais ça va être 15 ans maintenant. Et de toute façon, c'est rarement 15-18 ans, c'est les petits. Et donc sur la majeure partie du texte, en fait, on n'a pas eu besoin de modifier parce qu'on avait déjà pris ces dispositions-là, puisque à l'évidence, on s'est aperçu que tout seul en pédiatrie, c'est un peu compliqué. Donc on avait déjà des dispositifs pour avoir une aide immédiate chez les enfants. On avait déjà doublé les astreintes parce que quand on est tout seul à la clinique, c'est encore plus compliqué. Donc, bien que ce ne soit pas dans le texte, sur l'urgence, on a aussi un dispositif qui nous permet de ne pas être tout seul.
parce que quand on est à 20 minutes, 30 minutes à l'appel, ça peut être compliqué pour celui qui attend de l'aide. Donc sur cette partie-là, on n'a pas eu beaucoup de modifications. Tout ce qui était organisation matérielle, tout ça, c'était déjà fait. Et puis l'organisation en personnel a été faite pour tous les plus de 1 an. On a un peu plus de difficultés pour les moins de 1 an, mais on va essayer de finaliser ça. Très bien. Alors, à côté de Nadia, on est une toute petite structure. On fait 1500 enfants par an dans une structure libérale, mais qui historiquement fait des enfants depuis très longtemps. Ces RPP nous ont permis en fait de tester un peu notre organisation, qui reposait dans notre organisation. L'anesthésie pédiatrique repose sur certains praticiens. On essaye toujours d'avoir une aide immédiate, comme disait Nadia, c'est-à-dire qu'on est 2, en tout cas, compétents en anesthésie pédiatrique dans le bloc opératoire. Ce qui modifie un petit peu les choses chez nous, c'est le moins de 1 an, parce que trouver une IAD, on n'a pas d'IAD nous dans nos structures, donc trouver une IAD compétente en anesthésie pédiatrique, c'est pas aussi simple que ça, et nos directions ne nous soutiennent pas forcément dans cette démarche-là. L'autre difficulté également, c'est qu'on avait des chirurgiens qui faisaient du moins de 3 mois, donc ça a vraiment changé les choses. Donc là, c'est sûr que le moins de 3 mois, c'est terminé, on n'en fait plus du tout. En tout cas, ça a été le parti de notre équipe de prendre cette décision-là. Et dans les choses que j'aurais oubliées dans notre organisation, l'astreinte était déjà doublée. Donc on a une astreinte adulte, une astreinte pédiatrique. Si on doit avoir un renfort, c'est l'astreinte adulte qui vient, qui peut effectivement nous dépanner. Dans l'établissement, comme on fait de l'anesthésie pédiatrique depuis très longtemps, même les anesthésistes adultes sont quand même aguerris à venir nous donner un coup de main. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place tous les ans une séance de simulation in situ, ce qui permet, donc on met les acteurs, les anesthésistes pédiatres en avant, mais aussi nos collègues adultes, pour qu'ils puissent être là en renfort. Et donc on s'entraîne tous les ans à mettre en place ça. Bonjour à tous. Moi, je travaille dans une structure privée mixte également, avec de mémoire 45 ou 40% d'enfants et 60 ou 55% d'adultes. L'enfant, c'est essentiellement de l'ambulatoire, mais finalement l'adulte aussi. On est tous anesthésistes avec compétences pédiatriques, Caroline. On est tous anesthésistes avec une formation pédiatrique supplémentaire, ou alors soit sur notre site, soit avant de s'installer, soit formés sur le site. La RPP, elle a changé quoi? Honnêtement, tous les aménagements que j'avais montrés au mois de décembre, c'est des aménagements qui étaient préalables à la RPP. Ça, c'est une volonté de la structure d'accueillir des enfants qui viennent là tous les jours avec des petites choses qui leur feraient plaisir et qui font également plaisir aux adultes. Donc ça, c'est pas compliqué de décorer les chambres. Voilà. Pour ce qui est du matériel, on a acheté un pistolet intra-osseuse. Il va bientôt périmer. On en rachètera un nouveau, mais on l'a. Pour ce qui est de l'âge des patients, nous, on a souhaité continuer à prendre en charge des moins d'1 an parce que c'est un peu la volonté de la structure. C'est une structure qui a été créée pour faire de la pédiatrie dans les années 80. Et donc ça, on ne veut pas que ça disparaisse. C'est une culture qu'on a. Ça, c'est vraiment important que ça perdure pour les enfants. Pour l'application de la RPP à la lettre, honnêtement, on n'y est pas encore parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, je le dis clairement. L'appel à l'aide, il a toujours été présent et ça, c'est impossible que ce ne soit pas le cas parce que de toute façon, on est tous compétents. Donc, il y aura toujours une personne qui viendra rapidement nous aider et qui n'est pas loin en cas de difficulté. Ça, c'est la journée. Le week-end et la nuit, c'est une autre histoire et donc pour l'instant, on est plutôt en stand-by pour les moins de 10 ans, le week-end et la nuit. Voilà. Clémence, oui, vous n'êtes pas d'accord sur quoi en termes d'organisation? Sur le doublement de l'effectif en salle pour un moins d'1 an qui n'a pas de comorbidité, qui va avoir une chirurgie à risque mineur et qui ne va pas être intubé, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, nous, on a pris le parti, le moins de 1 an, d'avoir effectivement, d'être 2 en salle. On n'a pas de salle dédiée en pédiatrie.
Parce que ça faisait aussi partie des éléments. On a un chariot qui va d'une salle à l'autre, mais c'est vrai qu'on n'a pas de salle dédiée à l'anesthésie pédiatrique. Nos salles sont polyvalentes. Alors par contre, on a des plages dédiées. Voilà. Hein, oui, bien sûr. Ça, on a des plages dédiées, mais pas de salles dédiées. Des emplacements dédiés. Oui, des emplacements dédiés. Hein, parce qu'on a une salle de... Par contre, on ne fait pas rentrer les parents. Oui, bonjour, j'ai une petite question, enfin j'ai une question et une remarque. Ma première question sur les 1 et 3 ans, je crois que dans les RPP, vous recommandez de disposer d'être 2 pour l'induction, une IADE, un médecin. Enfin, si on a 2 salles, il y a un médecin dans une salle, IADE, enfin un personnel spécifique dédié à la salle, et ce personnel spécifique doit disposer d'une formation complémentaire à la pédiatrie. Ma question est, qu'est-ce que vous appelez formation complémentaire spécifique à la pédiatrie? Et ensuite, j'aurai une remarque sur l'astreinte. Mais... Dans les RPP, en termes d'organisation des effectifs, pour les 1 à 3 ans, on n'a pas demandé 2 personnes. On a dit que s'il y avait un risque respiratoire particulier, il fallait qu'il y ait une 2e personne pour l'induction éventuellement et le réveil. Mais ce qui est recommandé, c'est soit un médecin dédié avec un second professionnel d'anesthésie auquel il peut faire appel et que ce second professionnel soit également formé en pédiatrie. Ça, c'est la première chose. Et l'autre formulation, c'est une IAD dédiée et un médecin qui puisse être appelé à tout moment. Une IAD dédiée, oui, possédant une formation spécifique à la pédiatrie. Alors non, pour les IAD, il n'y a que pratique régulière de l'anesthésie pédiatrique. On n'a absolument pas évoqué la formation, même si on peut se poser la question. Nous ne l'avons pas fait volontairement parce que ça tombait dans une autre rubrique. On a dit qu'il fallait une formation, une pratique régulière de l'anesthésie pédiatrique pour les 1 à 3 ans et pour les moins de 1 an s'il y a une IAD. Pour ce qui est de la formation complémentaire, vous avez l'annexe 5 ça c'est pour l'entretien ça c'est pour les médecins. Pour l'entretien de la formation, vous avez l'annexe 5 et c'est extrêmement ouvert puisque ça va du DU d'anesthésie pédiatrique jusque participer à une session comme celle-ci, suivre les protocoles sur le site de la DARPEF, etc. Donc webinaire, etc. Ok. Et ma petite remarque, c'était ma question. Et ma remarque, c'était, en pratique, moi, je travaille à Nancy, une petite ville de province. Il y a un CHU avec un post-service de chair infantile, qui, comme partout, peut avoir des petits problèmes de personnel. Et on a 3 cliniques à Nancy qui font des enfants. Et depuis la parution du décret des RPP, il y a 3 cliniques sur les 4 qui refusent maintenant de faire des enfants. Et on est la dernière clinique qui continue à l'accepter. Et le point d'échauffement, je vous rapporte le problème de pratique quotidienne. Hein. Le point d'échauffement, c'est quand même l'astreinte. La nuit, vos recommandations, où vous recommandez d'avoir 2 professionnels de nuit. Voilà, on ne lit pas pareil les mêmes recommandations, mais il est quand même écrit que quand on reprend des enfants, vous recommandez d'être 2 présents, en tout cas une 2e personne disponible immédiatement. Et donc, quand on est d'astreinte à la maison, dans son lit, on n'est pas dispo immédiatement à venir. Ça veut dire qu'il faut que, quand il y a une urgence de nuit avec un enfant, il faut qu'il y ait 2 professionnels, un médecin, une IAD ou 2 médecins qui se déplacent en pleine nuit. C'est vraiment pas évident à mettre en place dans une équipe de 8 praticiens, en avoir 2 d'astreinte. Voilà, c'était une petite remarque que j'avais. Les RPP ne parlent pas du tout de la gestion de l'urgence. Mais elles n'excluent pas l'urgence. Dans les RPP, il est écrit qu'on n'a pas donné de réponse à la question parce que la question ne s'est pas posée dans les RPP. Elle n'a pas été traitée, si vous voulez, cette question. Maintenant, on peut en discuter parce que sur le site de l'ASFAR et de la DARPEF, dans le cadre des réponses fréquentes, enfin des réponses aux questions fréquentes, on avait évoqué un certain nombre de situations en disant que dans la majorité des cas, les urgences pédiatriques peuvent être remises au lendemain si l'état de santé du patient le permet. C'est en gros si ce n'est pas une urgence vitale. Ou un transfert vers un centre qui serait mieux habilité, quelles que soient les raisons, pour prendre en charge le patient. D'accord ? Donc la seule chose qui s'impose à nous, quelles que soient les circonstances, qu'il y ait des gens qu'on va considérer comme extrêmement bien formés ou pas, c'est l'urgence vitale. Face à une urgence vitale, là, on n'a pas le choix, on prend en charge.
jusqu'à ce qu'une aide ou un transfert, un SAMU, bref, vienne aider. Dans le cas contraire, si ça n'est pas une urgence vitale, eh bien on voit comment on peut s'organiser. Alors les modes d'organisation, on n'a pas voulu rentrer dedans parce que ça peut être complexe sur le territoire et chaque établissement doit définir, en fonction de la géographie, des compétences locales, de tout ce qu'on peut imaginer qui peut impacter sur l'organisation de la permanence des soins. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu rentrer dedans. C'est trop complexe de répondre à cette question en fonction de trop de paramètres. Alors c'est vrai, mais encore une fois, je vous rapporte des problèmes au quotidien. Le CHU de Nancy a peur aujourd'hui. Je vous prends l'exemple chez l'enfant des amygdales. Vous savez très bien que les amygdales, parfois, ça saigne. Et donc si on lit bien ces recommandations, on se dit, je fais des amygdales dans la journée, je suis très bien, je suis sécurisé, j'ai un collègue dans la salle d'à côté qui va m'aider. Et dans la nuit, je peux pas. Donc, pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'on n'est pas deux. Mais on ne dit pas qu'il faut être deux la nuit. Non, mais... Bon, non. C'est pas écrit, c'est pas... Non, si en programmé, vous dites qu'en programmé de 1 à 3 ans, il faut un médecin en salle et un deuxième médecin qui soit disponible immédiatement pour programmer. Un deuxième professionnel de professionnel. Mais quand je suis dans une clinique où on fait les urgences de l'hôpital, parce que l'hôpital ne peut pas le faire et c'est nous qui le faisons, nous sommes 5. Comment nous, déjà dans le programmé, on dit ok, il faut qu'on soit 1, 2, bon. Mais en cas d'urgence, avec une reprise d'amygdale, comme c'est déjà arrivé à un de mes collègues, un enfant de 3 ans, comment il fait à 22 heures pour s'occuper de l'enfant tout seul, quand déjà dans les recommandations, on dit que en programmé, il faut qu'on soit 2. C'est-à-dire que là, c'est une urgence vitale, c'est sûr, il ne s'est pas posé de questions, mais dans d'autres circonstances, je ne sais pas, un gosse qui vient avec une fracture de doigt ouverte de 2 ans au bloc, dans ces cas-là, on les refuse. Mais non, mais alors tout d'abord, on a vraiment encore une fois, mais comme je répète ce que dit Gilles, les RPP ont abordé le problème du programmé. Encore une fois, c'est le programmé. On a eu beaucoup de questions sur les urgences. Donc effectivement, je pense que vous l'avez tous vu passer, ce fichier questions-réponses sur, comme je l'ai dit, sur les volumes et sur les urgences. Il y a eu encore plus de retours, mais dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que ces RPP, il y a certains qui ont dit merci, enfin on va pouvoir mettre des choses sur la table vis-à-vis de notre administration. Et pour les urgences, on a donc ces fichiers questions-réponses ont été supprimés du fait de nombreuses discussions, puisque dans le texte initial, on n'abordait pas le problème des urgences. Après, comme l'a dit encore Gilles, les urgences, c'est chaque établissement, en fonction de son volume d'activité, de l'organisation géographique, du rapprochement ou pas du centre de référence. Il y a plein de régions, effectivement, où le CHU est vraiment à distance, et ça, c'est le problème de la reprise des amygdales, mais à chaque fois, c'est ce sujet-là. Moi, ma question est, comment vous faisiez avant ? Ce qu'on avait dit aussi, c'est de proposer que les ORL doivent organiser un réseau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un ORL prend en charge un enfant, il faut que l'ORL informe les parents qu'à partir du moment où il y a un saignement, les parents doivent amener l'enfant dans le centre de référence capable de prendre en charge ces enfants. Après, la question, c'est comment vous faisiez avant ? Vous les preniez en charge, ces amygdales qui saignaient. La question, elle est le jour où notre responsabilité sera engagée dans un contexte comme on vous l'explique. Comment le juge il va interpréter votre texte ? Le juge, il demande aux experts d'interpréter pour se faire aider. On est tous passés devant un expert, et l'expert, vous faites toujours la morale. Même si moi, je suis passé devant un expert, il m'a dit c'est très bien, mais bon. Comment l'expert va prendre ça, va interpréter ça ? L'expert va dire que le texte s'applique à l'activité programmée. Mais et que comment on peut dire ça ? C'est ça votre question ? Vous pouvez dire qu'il faut qu'on soit 2 en programmé et dire tout d'un coup. Mais on ne dit rien sur l'urgence. C'est ça qui est logique. Pour l'urgence, c'est ça qui est logique. Programmé où les choses sont simples, il faut avoir une aide. Si dans un contexte programmé, on vous recommande d'avoir une aide immédiatement disponible, il va de soi qu'en situation d'urgence, où c'est souvent plus grave, c'est plus compliqué, vous pouvez vous dire non, j'avais besoin de personne. Alors que la journée, on a besoin d'être 2. Là, du coup, moi, je vais plus jamais faire de reprendre un malade la nuit, un enfant la nuit, qu'il ait 3 ans, 5 ans. Voilà. Et tous ces gens-là, ils vont finir à l'hôpital. C'est pas grave, mais voilà. Mais il faut peut-être se Il y a une déduction à faire.
Ce qui est valable au programmé est valable aussi pour l'urgence, puisque c'est censé être plus grave. Donc on est censé... Que l'anesthésie. Les urgences, c'est aussi la chirurgie. Et cette année, il y a un point qu'on n'a peut-être pas assez discuté, c'est que c'est... Oh, il marche pas. Ce qui marche cette année, d'abord, il y a un moment pour mettre en place ces CRPP. On a donné du temps pour que les gens aient le temps de s'organiser en anesthésie. Mais cette année, il y a aussi le DSR. C'est-à-dire que les DSR vont se mettre en place dans toutes les régions. Pour travailler avec la Nouvelle-Aquitaine, toi tu travailles en Rhône-Alpes, cette question elle est au cœur des DSR. Et je pense que c'est plutôt dans les DSR que vont se créer ces prises en charge, et c'est la raison pour laquelle ça ne pouvait pas être traité que par l'anesthésie. Les urgences, c'est un point de l'anesthésie et c'est un point de la chirurgie. Et franchement, ces RPP, elles n'avaient pas l'ambition de régler tous ces problèmes d'organisation d'urgence. Donc vous avez tous raison. Bien sûr que ça va se poser dans l'année. Dans l'année va se poser l'organisation et l'optimisation de la prise en charge des urgences. Mais ce n'est pas dans le cadre de ce texte. Ça sera dans le cadre avec les chirurgiens de la DSR. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer Alors, la DSR, c'est un système qui se décline à partir des décrets de chirurgie. Et c'est vrai que nous, on a un texte qui accompagne aussi notre pratique. Mais pour mettre en place ces recommandations, l'outil, c'est le DSR. Le DSR se mettre en place sans les outils, moi, je le vois compliqué. Non, mais pour revenir à l'historique qui est important, on est parti des recommandations qui dataient de 2000 et du SROS de 2004. Le SROS de 2004 qui définissait en gros les structures des établissements dits de proximité, de référence et de référence à vocation régionale ou interrégionale, en gros les CHU. À l'époque, il était indiqué dans les textes que pour l'établissement de proximité, sauf dérogation, déjà il ne devait pas faire du moins de 1 an, sauf dérogation liées notamment à des problèmes d'éloignement géographique. On voit tous que dans certaines régions de montagne, c'est compliqué, ou certaines structures, pas forcément en montagne, peuvent également être très éloignées d'un centre de référence. Donc dans ces cas-là, il y a eu des dérogations. Mais le problème, à l'époque, de l'urgence, il n'était pas évoqué stricto sensu, mais malgré tout, les gens qui se posent la question de qu'est-ce qui est opposable, on aurait pu leur dire, dedans, il est indiqué qu'il faut s'organiser, qu'il faut que l'anesthésiste, à l'époque, ce qu'il y avait écrit dans ce texte, doit avoir une activité hebdomadaire, régulière hebdomadaire. Nous, on a dit une demi-journée hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on a même été un petit peu en dessous du texte réglementaire de 2004. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le niveau d'exigence, finalement, il est resté assez linéaire et il n'y avait pas plus d'indications sur l'urgence à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, entre 2004 et 2024, une des questions qui est posée, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé pour prendre en charge ces enfants? Et je termine juste sur un point. On a beaucoup la question sur l'amygdale qui saigne. Les techniques chirurgicales ont évolué. On fait beaucoup moins d'amygdalectomie totale, des amygdalotomies ou partielles ou intracapsulaires, qui ne saignent beaucoup moins quand même. Donc le problème est en train de diminuer. Je ne dis pas qu'il va disparaître, mais il est en train de diminuer. Il n'y a pas longtemps, la question s'est posée, j'étais à Caen pour en discuter des RPP, et une personne m'a posé la question, j'ai dit, mais combien de fois par an vous êtes confrontés? 1 à 2 cas par an. Donc peut-être que là, le DSR, dans le cadre de convention, peut répondre à la question de conventionner entre un centre et donc au préalable identifier un parcours patient qui dit voilà, vous dites à la famille si ça saigne, allez vers le CHU par exemple, ou l'établissement de référence qui lui est organisé pour répondre à la question. Mais je ne critique pas les CRPP, elles sont dans le sens de l'histoire. Enfin, je pense qu'on va aller vers de plus en plus de sécurité. C'est juste que j'ai l'impression que ça a été fait un peu à l'envers. Enfin, on a commencé d'abord par mettre des obligations et après on va s'organiser comment les mettre, comment les appliquer. Sinon, on ne se serait jamais organisé. C'est ça le problème. Non, mais et encore une fois, on est vraiment parti de ces. Il y a 2 textes officiels. C'est le SROS dont Gilles parle sur la pratique hebdomadaire régulière, sur les différents centres, sur le fait que les centres de proximité ne peuvent pas faire les moins de 1 an, et sur également le décret de la SFAR 94 sur la surveillance clinique, sur le fait qu'il faut un professionnel d'anesthésie auprès du malade. Donc il y a des textes aussi qui... Même effectivement, comme quand moi j'ai commencé à réfléchir sur ces RPP, ces textes, on les connaissait pas bien, et même on nous a déjà dit
effectivement, le SROS était compliqué à lire et dans les RPP, vous les expliquez beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas eu de changement, à part pour les moins de 1 an, et c'est là où on peut éventuellement discuter, entre 2004, même 2000, et puis maintenant. Après, sur l'organisation des urgences. Et encore une fois, ces RPP, et ça, je parle au nom de l'ASFAR, pour toutes les RFE et pour toutes les RPP, dans chaque RFE, chaque RPP, il y a un chapeau introductif, comme quoi c'est l'ASFAR incite bien sûr tous les médecins anesthésistes à appliquer ces différentes RFE, que ce soit l'antibioprophylaxie, que ce soit les managements des voies aériennes qui sont sortis en 2018. On peut parler d'intubation pour les végétations. L'ASFAR incite tous les anesthésistes, les médecins anesthésistes réanimateurs, à appliquer ces recommandations. Mais en fonction de l'organisation locale, de l'épidémiologie locale pour l'antibioprophylaxie, et là, si on parle d'organisation, chaque établissement peut également décider de ne pas appliquer. C'est pour ça que la question, c'est est-ce que vous voulez appliquer 100% de ces RPP? Je ne suis pas sûre que toutes les RFE de l'ASFAR, vous les appliquez à 100%. 100%, c'est-à-dire tous les champs. Donc après, s'il y a un champ où vous dites « mon organisation est comme ça a été réfléchi en accord avec l'équipe d'anesthésique, avec l'équipe chirurgicale, avec l'équipe paramédicale, avec l'administration, etc., avec vos assurances », là, j'argumente le fait que je ne peux appliquer ces recours, que j'ai décidé de faire autrement. Une autre chose sur laquelle on a insisté, c'est de faire ces audits de vos pratiques. C'est-à-dire que ce soit pour les urgences ou pour le programmé, vous pouvez regarder, comme l'a fait d'ailleurs les anesthésistes du privé, savoir vous recueillez toutes vos complications. Si vous avez des taux de complications qui sont identiques à la littérature, c'est que vous faites très bien. Et je suis sûre que vous faites déjà très bien. Donc déjà, analysez vos pratiques. Si vous faites bien, en rapport avec les incidences de la littérature, continuez comme ça. Après, sur les urgences, ce qu'on a dit, on a quand même écrit une phrase, c'est qu'il doit y avoir une réflexion sur le parcours de l'enfant en urgence, c'est-à-dire que alors, les amygdales qui saignent, soit c'est une urgence vitale, là, de toute façon c'est hors RPP, c'est une urgence vitale, on le prend en charge, un point c'est tout, quelle que soit l'organisation locale. S'il n'y a pas d'urgence vitale, il faut savoir si est-ce qu'il y a un réseau qui a été créé avec justement ces transferts d'enfants à partir du moment où l'enfant est stable et qu'il y a ce réseau qui soit organisé, le transfert de l'enfant dans un centre où il y a une organisation peut-être plus adaptée. Pour les autres urgences, que ce soit par exemple les doigts de porte ou les fractures, si vous avez décidé que vous êtes seul au bloc opératoire pendant la nuit et que vous n'avez pas de complications, ça aussi c'est un argument. D'accord ? Donc c'est une réflexion sur l'organisation. Et comme l'a dit Karine, de toute façon, avec ces décrets d'autorisation de chirurgie et ce DSR, il va y avoir un maillage territorial, il va y avoir une organisation, mais que ce soit pour les urgences ORL, parce que finalement, à chaque fois, on dit c'est urgences ORL qu'on craint le plus, mais il y a les autres urgences, où il va y avoir ce maillage territorial avec l'ARS qui va dire, voilà, en fonction de votre géographie, c'est sûr que c'est pas la même chose à Paris, c'est pas la même chose en Aquitaine, c'est pas la même chose en Rhône-Alpes et puis ailleurs, et puis à Nancy. Donc voilà, c'est une réflexion sur le parcours du patient. Après, effectivement, est-ce qu'il faut prendre une amygdale qui saigne seule? Voilà. C'est compliqué, c'est la situation la plus à risque, mais qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à présent, en fait? Comment vous faisiez pour prendre ces amygdales? Est-ce que vous sentiez en sécurité? Est-ce que vous avez eu des soucis? Enfin voilà, il faut avoir une réflexion. Et j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mathilde et Gilles, j'ajouterais qu'en termes d'expertise médicale, de toute façon, ces RPP, elles ne changent rien. Parce que vous aviez un accident il y a 3 ans avec une amygdale qui saignait, que vous reprenez seul au milieu de la nuit, etc. L'expert, de toute façon, il va vous poser des questions. Il va vous demander un certain nombre de points. Je dirais que les RPP là-dessus ne changent rien. C'est la réflexion sur la pratique et la prise en charge, comme l'ont dit Mathilde et Gilles, qui doit être mise en place et qui doit être rédigée. Par ailleurs, pour les amygdales, quand vous lisez les RFE de la SFORL qui sont sortis en 2019, eh bien, vous avez, en termes de gestion des complications post-opératoires, gestion des complications hémorragiques, il est écrit noir sur blanc que
le patient doit sortir avec une conduite à tenir concernant les saignements, et que s'il y a des saignements à distance, il doit appeler le 15 qui doit le transférer dans un centre de référence. C'est écrit dans les RFE de la SFORL. Et par ailleurs, ces saignements ne sont pas une complication anesthésique. Ces saignements sont une complication chirurgicale. Autrement dit, le chirurgien, c'est très facile, le chirurgien il dit pourquoi tu veux pas l'endormir, etc. Non, c'est pas ça, c'est sa complication, et donc il doit y avoir une anticipation de la prise en charge de ce type de complications qui sont très très rares parce qu'effectivement elles sont de moins en moins fréquentes et c'est de l'ordre de moins de 1%. Donc vous calculez le nombre d'amygdales que vous faites par an, je ne sais pas, mais vous multipliez par ce coefficient et vous voyez le nombre de difficultés auxquelles vous pouvez être confronté. Et ça ne s'assume pas tout seul. Ça s'assume avec le chirurgien ORL. Et ça mérite de lui dire, voilà, tu viens, on va réfléchir à la prise en charge de cette complication et on va écrire le parcours de ce patient. Moi, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et personnellement, je fais des expertises. Et c'est comme ça que je raisonnerais et que je raisonnais d'ailleurs avant les RPP. Oui. Alors, comment on prouve sa compétence en pédiatrie en tant qu'anesthésiste qui fait une demi-vacation, enfin une vacation plus des présences comme ça dans des rencontres de pédiatrie? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Alors, sur l'aspect compétence, c'est dans les décrets de chirurgie qu'ils ont écrit sans nous. Nous, on a écrit assez précisément qu'il y a la formation initiale et l'entretien, le maintien de ses connaissances et de ses compétences. Ça renvoie à la question de tout à l'heure, comment on entretient? On entretient à travers, une activité régulière, au minimum une demi-journée, idéalement au moins une journée par semaine. 2, en venant à des formations comme celle-ci, congrès, webinaires, j'en oublie, DU, si vous voulez vraiment là, avoir une formation sur... Enfin, vraiment, voilà, c'est 10 journées dans l'année, un stage, enfin bref. Mais c'est l'éventail des choses. Et de nouveau, on parlait tout à l'heure d'expertise. Qu'est-ce que regardera un expert? Il dira, est-ce que vous avez été formé? Ah ben non, dans mon internat, j'ai pas pu. Très bien, ça fait combien d'années que vous en faites? Ah, ça fait 10 ans que je fais ça. Ok. Je fais ça quand? Je fais ça toutes les semaines. Bon, voilà, vous avez déjà répondu à j'ai été formé, j'entretiens. Est-ce que vous allez à des congrès? Je suis allé à la JMT. Ah ben c'est bien. Voilà un petit peu, je pense que ça clarifie peut-être un petit peu les choses, de voir un peu en perspective qu'est-ce que c'est la formation initiale. Aujourd'hui, de toute façon, tous nos internes font au minimum 3 mois. Ceux qui sortent actuellement, voire certains arrivent à avoir 6 mois. Puis après, ceux qui veulent faire plus, ils peuvent faire plus. Donc formation initiale et FMC, quoi. D'accord ? Le texte de l'accréditation périodique est sorti il y a cette semaine, je crois. Il vient de sortir. Globalement, ça va changer un petit peu nos pratiques en termes de formation. Quand on va aller aux formations comme celle-là, vous allez recevoir un certificat de présence qu'il va falloir garder. Après, il y a certaines équipes qui ont fait le choix des accréditations par équipe, qui se sont inscrites sur le site de l'HAS. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de tracer nos formations. Donc, à votre question, comment on fait? Mais on assiste. Et après, on le trace, on garde les justificatifs. Et une des solutions, enfin, nous, dans le service, c'était un peu compliqué. C'est pas simple pour personne. Hein. Donc, nous, on a choisi de se faire accréditer en équipe. Donc, on est inscrit sur le site de la HAS. Et tous nos justificatifs, on les télécharge. Et on a des comptes rendus annuels, comme... voilà. L'application de ces RPP nécessite donc il y a des choses qui dépendent un peu de nous, médecins, de nos IAD, mais une partie qui dépend un peu de la clinique ou de la structure dans laquelle on travaille. Et qu'est-ce qui pour que je pratique mon anesthésie pédiatrique dans les règles de l'art, selon les RPP actuels, il faudrait que tout le circuit, tout le cheminement soit balisé, soit organisé. Comme c'est jamais à 100%,
À quel moment je dis que je vais me dire, ok, j'ai pas de sectorisation pédiatrique, mais je peux quand même, puisque je respecte le reste des éléments, je peux quand même pratiquer l'anesthésie, enfin endormir mes cryptorchidis, continuer. C'est compliqué parce qu'il y a des choses qui dépendent de moi, d'autres qui dépendent. On va pas pouvoir vous répondre parce que c'est des coller les. Parce qu'en plus, pardon, il y a en plus les autorisations pour les chirurgiens qui vont arriver en plus. Ouais. Justement, dans cet environnement pédiatrique, les décrets d'autorisation de chirurgie sont beaucoup plus contraignants. C'est-à-dire qu'il faut un site dédié, des IDE formés à la pédiatrie, et ça c'est pour la chirurgie ambulatoire et la chirurgie conventionnelle qu'on n'aborde absolument pas dans les RPP. Alors après, pour le site dédié, ce qu'il faut savoir, c'est déjà dans la charte de l'enfant hospitalisé, c'était déjà écrit. Dans le SROS 2004, c'était déjà écrit. D'accord ? Donc il faut réfléchir à un parcours. Mais comme dit Clément, si vous mettez un sticker Reine des Neiges sur la porte d'une chambre, Clémence peut témoigner, c'est que même les adultes sont plutôt contents d'avoir une chambre décorée. Après, en salle de réveil, si vous avez un paravent, vous mettez un petit ballon de couleur. Non mais ça, en fait, c'est juste, je pense, c'est une philosophie sur l'anesthésie pédiatrique. Il y a un parcours, et de toute façon, ce parcours, il était déjà écrit dans le SROS, il est déjà écrit dans la charte de l'enfant hospitalisé, et il est décrit dans ce décret d'autorisation de chirurgie, donc là, qui est vraiment la loi. D'accord ? Donc voilà. Après, je pense que c'est un peu plus qu'une décoration. Enfin, le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas le ballon rose ou bleu. C'est un tout, en fait. Oui, enfin, c'est un tout. C'est un tout. C'est un parcours. On parle beaucoup du parcours de l'adulte, mais il y a aussi le parcours de l'enfant. Enfin, je veux dire, il y a un comité COP à la SOIR qui parle du parcours du patient. On parle du parcours du patient âgé pour telle chirurgie, etc. Mais c'est la même chose en pédiatrie. Il faut qu'il y ait un parcours. En consultation, il faut en fait, mais vous le voyez très bien que si vous mettez les enfants au milieu des adultes, il faut qu'il y ait un petit coin avec une table de jeu, etc. Il faut que les parents soient accueillis avec l'enfant. Ça, pareil, c'est dans la charte de l'enfant hospitalisé. Donc tout ça, voilà, c'est un parcours. Après, on ne peut pas vous dire, si vous faites ça, vous pouvez ne pas appliquer tel champ. Mais qu'est-ce Après, moi, j'avais une question juste sur les végétations. Est-ce que 100% des médecins anesthésistes intubent les végétations ? Alors, le 100% non, parce que, par exemple, Isabelle a fait une enquête. 66% des médecins anesthésistes réanimateurs intubent les végétations. Mais non, mais juste pour rappel, si on parle de médico-légal, etc., de ces RPP, pour rappel, les experts suggèrent d'intuber les adénoïdectomies, ça c'est depuis 2018. Donc pourquoi, finalement, il en reste encore une quarantaine de % à convaincre de suivre ces RPP ? Mais je fais juste le parallèle entre je veux suivre toutes ces RPP, et c'était des RFE, mais c'était un avis d'expert pour l'intubation de ces végétations. Mais qu'est-ce qui vous gêne précisément là ? Quel est le point qui vous freine, qui vous arrête dans votre exercice pédiatrique ? C'est très bien, c'est ce que je disais, ça va dans le sens de l'histoire, sauf que la mise en place en pratique dépend en partie de la clinique. À quel moment je dis, c'est par exemple l'infirmière dédiée, qui est formée, l'infirmière salle de réveil qui est formée à l'anesthésie pédiatrique, c'est pas moi qui vais imposer ça. Voilà, je vais demander, mais je suis pas sûr que je l'ai. Est-ce qu'en attendant, je continue à endormir mes enfants? Déjà, si vous j'en fais pas tant que ça, mais est-ce que je continue à faire? De demander, parce qu'en fait, en pratique, c'est ce que font les structures à l'heure actuelle. Et elles demandent à leur administration, en fait, c'est un choix, c'est est-ce que je continue, est-ce que la structure veut continuer l'anesthésie pédiatrique ou la chirurgie pédiatrique? Si oui, quels sont les éléments auxquels il faut se mettre aux normes? Bon, il faut avoir planifié dans les années qui viennent une formation pour les infirmières de SSPI, les formes SSPI pédiatriques. La SFAR en fait de très bonnes. C'est assez facile, vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est assez simple. Il y a des choses plus compliquées, c'est l'organisation des programmes. Vous me diriez, voilà, moi ça m'embête parce que les chirurgiens ne veulent pas regrouper leurs programmes pédiatriques. Ça, c'est une vraie difficulté qui nécessite des négociations. Voilà, il y a des points qui sont plus ou moins faciles à obtenir, mais concrètement, qu'est-ce qui vous gêne?
C'est ce que je dis. Enfin, la mise en place qui n'est pas... oui. C'est quoi la mise en place? C'est mettre 2 lits au réveil avec un paravent où il y a des ballons dessus, ou c'est mettre en consultation une petite table pour les enfants? Oui, quand vous n'en faites pas suffisamment, c'est un coup pour la dire. Il faut l'argumenter, il faut le justifier. Voilà. Est-ce qu'on a tendance à continuer à travailler voilà. En fait, c'est ça. C'est vrai que ça bouscule. Voilà. C'est bien. Dans un sens, c'est bien. Et ça fait discuter les gens, ça fait discuter les anesthésistes avec les chirurgiens, ça fait discuter les anesthésistes, les chirurgiens, les responsables d'établissement. Effectivement, ça bouscule, et c'est en ça que c'est un petit peu irritant. Ça peut être irritant, mais les choses vont se mettre en place, et vous saurez, dans quelques temps, les choses paraîtront naturelles, en fait. Mais moi, je vais être brève. Moi, je n'applique pas toutes les RPP parce que j'estime qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas être responsable l'organisation ne peut pas être responsable d'un dommage parce que il y a certaines choses qui ne sont pas conformes. En fait, pour faire simple, je pense que dans un centre où il y a une grosse activité de pédiatrie, même si ce n'est pas la seule activité, s'il y a des programmes qui ne sont pas forcément dédiés, mais des enfants qui sont avec d'autres enfants, ce n'est pas un frein à la pratique. Si vous, dans votre centre, vous faites peu d'enfants, vous avez tout intérêt à les regrouper parce qu'en effet, d'avoir un enfant isolé, sauf si c'est une urgence et vous lui avez rendu service, c'est pas simple pour les équipes. Moi, j'ai des programmes comme on est tous anesthésistes d'enfants, on va avoir un programme avec un chirurgien d'adulte qui va avoir une dérogation très probablement, ou qui a une formation initiale qui lui permet de faire, et on va grouper dans son programme 1 ou 2 enfants avec des salles qui sont à côté avec des chirurgiens pédiatriques. Mais c'est donc dans une ambiance pédiatrique. Dans mon chariot d'anesthésie, je suis désolée pour les RPP, je n'ai pas un chariot d'anesthésie pédiatrique, mais j'ai un chariot qui me permet de faire tout. C'est-à-dire que j'ai des voies veineuses de tous les diamètres et j'ai de Perfalgan 500. Voilà. Ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, non, c'est un chariot pour les adultes aussi, parce que moi, vous me mettez dans quel chariot? Et l'enfant de 15 ans qui pèse... Non, mais c'est vrai, l'enfant de 15 ans qui pèse 90 kilos, vous le mettez où? Bon, 14 ans et demi. Tout ça pour dire que quand on endort un patient, on doit avoir le matériel adapté à l'enfant. Et dans mes salles, je n'ai pas de sonde d'intubation ni masque laryngé. Chacun amène ce qui est nécessaire à la prise en charge du patient. Donc, quelle que soit la taille du patient, qu'il ait 3 mois, qu'il ait 100 ans, eh ben, il doit y avoir le dispositif de ventilation qui doit parer aux différentes situations. Eh ben, si ça se passe bien, on va faire ce qu'on a prévu. Et si ça se passe mal, il faut avoir le reste. Je pense qu'on peut s'adapter. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir un enfant tout seul, sauf cas d'urgence, c'est quand même pas très sympa. Pour vous, vous avez tout intérêt à les grouper. Je ne sais pas quel est votre volume d'activité. On doit avoir une quinzaine d'enfants, mais on fait maintenant depuis l'ARLR par semaine. Et de la petite chirurgie, un peu d'ORL et d'urologie. Vous êtes combien d'anesthésistes? Nous sommes 4, plus des IAD. Vous avez en effet, vous avez moyen de conserver cette activité et de la valoriser, parce que ça rend service à ces patients. Ça rend service, on est un peu excentré, donc ça... On ne veut pas arrêter, mais on ne veut pas prendre toutes les responsabilités, en fait. C'est-à-dire que là, vous nous poussez, nous, à prendre les responsabilités organisationnelles. Des arguments, mais en attendant d'avoir tous les éléments, c'est nous qui endossons, qui prenons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est... Oui. Alors, moi, je le connaissais pas bien jusqu'à présent. Il faut, comme les décrets, c'est-à-dire que ce SROS, il faut le lire. Il faut que je parle dans le micro. Il faut lire une vingtaine de fois pour le comprendre. Et c'est vrai que les RPP sont plus clairs. Mais en fait, quand on y réfléchit avant ces RPP, s'il y avait une complication et quelque chose de médico-légal, on se base sur le SROS et en disant mais est-ce que vous avez une activité régulière? Elles ont fait le buzz et du coup tout le monde en parle. Et non, je suis d'accord. Et ça va. Je suis pas contre, mais je pense que c'est venu un peu à l'envers. Il fallait peut-être obliger les cliniques, enfin les hôpitaux, à respecter la loi avant de donner des contraintes supplementaires aux docteurs. Mais c'est pas. C'est peut-être dans la. C'est pas aux sociétés savantes exactement de. Non, je parle de l'organisation en général. Alors moi j'ai l'autre cas où je travaille dans un centre hospitalier ou général et le problème c'est qu'on a une activité pédiatrique qui est nécessaire pour la région mais faible.
Donc c'est vrai qu'on doit faire 10 enfants ou peut-être maxi 15 la semaine. Mais je pense qu'on est plutôt à 10. Mais on est 10 anesthésistes. Et donc le problème, ce qui a inquiété mes collègues, c'est comment finalement la formation continue, ça tout le monde va pouvoir faire, il n'y a pas de souci. Ils ont tous les compétences. Mais c'est vrai que comment entretenir une demi-journée par semaine, cette question inquiète beaucoup. Donc moi, je veux bien aller ailleurs. C'est compliqué de répartir cette activité sur un nombre qui n'est pas 10, qui est peut-être 5 ou 4. Alors oui, mais tout le monde est un petit peu gêné de lâcher cette activité parce que il y a effectivement l'urgence. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Parce que ça fait, alors, attendez, si on fait un calcul, vous dites 10 par semaine, 500 par an, divisé par 10, ça fait 50 enfants par anesthésiste et par an. Est-ce que vous confieriez votre enfant à quelqu'un qui fait 50 enfants par an? On peut poser la question comme ça et se dire, peut-être c'est mieux qu'il en fasse au moins 100 ou 150. Non, l'idée, ça va être surtout de trouver des façons de faire pour continuer quand même à former le plus possible. Moi, je veux bien aller faire des former, c'est très très bien. Paris, à mais Bordeaux, l'activité dont on parlait, la régularité, si vous avez que ce volume dont on vient de parler, alors à la louche, peut-être je me suis trompé, mais 500 divisé par 10, ça restera quand même, vous aurez beau vous former, l'entretien de la pratique au quotidien, elle ne sera pas au rendez-vous. Et ça, c'est vrai depuis 2004. L'activité hebdomadaire, depuis 2004, elle devrait être là. Mais c'est là que je comprends ce que vous dites, c'est qu'après, à un moment donné, il y a une organisation de la région, il y a une organisation... non, mais là, elle peut être interne. Pourquoi vous dites de la région? Mais non, parce que, effectivement, alors, on va condamner du coup, enfin, condamner entre guillemets, mais tous les collègues ont envie de faire de l'anesthésie pédiatrique. Donc, moi, il y a plein de choses que j'aimerais et j'arrive pas à faire. Ce serait, non, mais je dis pas ça de façon caricaturale. Des chirurgiens pédiatres, alors. Non, mais est-ce que l'organisation, ce serait d'en avoir qui sont un petit peu plus spécialisés en pédiatrie pour laisser travailler au maximum les autres? Mais à ce moment-là, ceux qui font souvent de la pédiatrie, on va faire... Est-ce qu'on doit aller faire de la pédiatrie un peu ailleurs? Comment on pourrait s'organiser? Et ça, c'est une réflexion que vous devez avoir justement en fonction de votre activité, de l'activité dans la région. Est-ce que il y a d'autres CH? Est-ce que le CHU est loin? Je ne sais pas. Mais il doit y avoir, cette réflexion. Et effectivement, je rejoins Gilles en disant on ne peut pas tout faire. Il faut poser la question aussi aux chirurgiens. Un chirurgien qui fait une amygdale par mois, on peut peut-être se poser la question de la compétence chirurgicale. Après, par exemple, si je fais le parallèle avec des recos anglaises, il y a un staff leader, un leader d'équipe de l'anesthésie pédiatrique qui s'occupe de former justement, de faire peut-être un noyau dur. Ce noyau dur, il n'est pas ad aeternam, c'est-à-dire que vous pouvez changer. Il doit y avoir, en fonction de votre activité, là probablement quand même l'équipe dédiée. Je pense que c'est important. Après, il peut y avoir un noyau dur. Vous pouvez former d'autres personnes. Ça peut tourner également. Oui, on va essayer de s'organiser dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il y a une contrainte de région. Alors moi, je viens d'Ajaccio. Mais peut-être justement, on parlait de DSR tout à l'heure. Dans le cadre des autorisations, ça va peut-être se redessiner à la fois la carte des centres qui vont faire ou pas la pédiatrie. Et vous allez peut-être, puisque vous avez la volonté manifestement de le continuer, récupérer de l'activité que d'autres ne souhaiteront plus. C'est ce qu'on va essayer de faire, mais c'est possible. Compliqué. Vous voyez, ça serait actuellement, souhaitable. on est un petit peu embêtés. Les enfants entre 1 et 3 ans, pour des ATT, ils vont à Marseille. Alors, en général, ils ne savent pas trop, ils prennent l'avion. Mais pourquoi ils vont à Marseille? Ils vont à Marseille parce qu'on n'a pas... Alors, pour l'instant, on avait un problème de chirurgien, mais aussi d'anesthésie qui ne voulaient pas s'engager parce que il fallait un certain nombre de compétences, mais c'est vrai qu'on a envie, on a envie d'améliorer un petit peu tout ça. Encore une fois, on est en stade de réflexion sur comment on peut faire mieux. Mais voilà, et je pense qu'il y a une réflexion. On va s'appuyer sur les RPP, mais c'est vrai que quelle est l'organisation si tout le monde veut continuer à pouvoir en faire un petit peu pour gérer l'urgence, notamment. Tout le monde doit être régulièrement formé, tout le monde doit régulièrement en faire. Mais c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, une réflexion et que CRPP, c'est un texte global, parce qu'on ne peut pas faire, alors en fonction de votre activité, de votre répartition géographique, on peut reparler des moins de 1 an parce que vous faites que des diabolos, etc. Enfin, voilà, on ne peut pas faire des cas par cas. Donc, effectivement, c'est un texte de généralité. Mais encore une fois, il y a une réflexion. Il va y avoir le DSR. La Corse va être, effectivement, c'est
une répartition géographique qui est encore différente de l'Aquitaine, etc. Donc il va y avoir ce DSR, il va y avoir une réflexion pour avoir discuté avec des hôpitaux dans le sud. Il y a une clinique qui va récupérer toute l'activité qui ne peut pas être faite même dans un centre hospitalier général. Voilà, donc après à vous de voir au sein de l'équipe, est-ce que vraiment il faut que tout le monde fasse un petit peu? Il va y avoir aussi l'urgence, mais est-ce que pour finalement augmenter votre volume d'activité afin que tout le monde en fasse, mais de façon beaucoup plus régulière, et donc de diminuer le risque de complications, peut-être qu'il va y avoir justement ce DSR, ce réseau qui va s'organiser et que dans votre structure, l'activité va augmenter. Oui, mais on va essayer de proposer, enfin en tout cas le travail, on est en train de le faire, mais c'est vrai qu'on va avoir peut-être besoin de vous solliciter pour il faut savoir comment s'organiser, quoi. Alors, le problème, c'est que... J'ai une question. Nous, on va plutôt venir faire des vacations chez vous. Ouais, mais avec... Alors, vraiment dernière, parce qu'après, on se fait disputer, il va falloir... l'arrêter. Pour les sollicitations, n'hésitez pas à prendre l'avis pédia. Hein. Bonjour. On est un peu dans le même cas que la collègue qui vient de poser cette dernière question. Et on est à peu près une dizaine de praticiens pour un volume d'activité à peu près équivalent, voire même un peu moins, il me semble. On doit être à 8. 8 patients à 10 par semaine. On s'est réorganisé en fait. Sur 10 praticiens, on va être 4 à assurer cette activité de pédiatrie. Mais sur les 4, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui répond a priori aux critères justement de pratique régulière ou de nombre du moins. Est-ce qu'il y a un calendrier, oui, de pratique régulière? Ben voilà. Bien sûr, on a des projections peut-être d'amélioration en nombre. Mais est-ce qu'il y a un calendrier d'application de ces recommandations? Est-ce qu'il faut attendre un an? On va dire qu'on va commencer maintenant à travailler avec un projet de nombre un peu plus et en répartissant l'activité sur les quatre praticiens. Je pense qu'on va pouvoir peut-être à terme répondre à cette exigence. Mais est-ce qu'il y a un calendrier pour Le DSR se met en place, la question, c'est les DSR se mettent en place là en ce moment, d'ici la fin 2024. Et pour aujourd'hui, le RPP, l'anesthésie pédiatrique, se mettra en place au 1er juillet. D'accord. 1er juillet. L'important, c'est qu'il y ait cette réflexion, cette démarche. C'est la démarche qui est importante, c'est-à-dire vous montrer que voilà, il y a des difficultés d'organisation. Vous avez une démarche. Vous êtes dans l'équipe. Oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les courageux d'être restés.